Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker, de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran là, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube. On poste 10 histoires tous les jours sur YouTube à 12h00. La page c'est DMG TV. Donc n'hésitez pas d'envoyer vos histoires. Et sachez que ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Voilà, on passe à la première histoire rapidement. Je vais vous demander d'écouter attentivement, s'il vous plaît. Bonsoir DMG, bonsoir à toute la communauté. L'histoire d'aujourd'hui, ça parle de ma grande sœur. Ma grande sœur était partie au Gabon se chercher. Elle est arrivée au Gabon. Elle a trouvé mieux de se battre puisque le bac, puisqu'elle avait quitté ici avec le bac. Elle faisait la IH. Elle est arrivée là-bas, elle a fait les demandes, là-bas ça ne marchait pas. Elle a donc demandé à ma maman ici au Cameroun si elle pouvait l'aider à envoyer un peu d'argent pour qu'elle fasse la coiffure. Et comme elle était très intelligente, elle a appris rapidement à faire la coiffure. Et c'est comme ça qu'elle avait ses 2-3 clients. Elle fait la rencontre d'un Nigérien. Je ne vais pas indexer les Nigériens. Pourquoi? Parce que tout le monde a sa vie. Elle arrive, elle fait la rencontre du Nigérien. Le Nigérien était quelqu'un de très simple. Très, très simple. Bref, le comportement de ma grande soeur a commencé à changer quand elle a rencontré le Nigérien. Elle n'appelait plus. Elle nous appelait plus. Elle nous écrivait plus. C'est après un jour, on voit une voisine qui vient au Cameroun. Et on comprend qu'elle était au Gabon. On lui demande, maman, c'est comment? Elle dit, ah, ça va. J'ai même vu votre soeur au Gabon. Elle est avec un Nigérien. Et elle est même enceinte. Elle est en grossesse. Parce que chez eux, là-bas, ils disent en grossesse. Elle est en grossesse. Ah, maman était contente que, waouh, ma fille vit. C'est très bien que ma fille vit. Sans toutefois savoir que, comme ma grande sœur est là-bas, elle est mariée avec le Nigérien, et que le Nigérien elle avait demandé de faire le pacte avec elle. Et le Nigérien sortait d'une famille auquel la maman avait été dans un foyer polygamie, selon ce qu'on avait compris. Dans un foyer polygamie. Et c'était le seul garçon que la maman l'avait accouché. La maman a envoyé le gars là en aventure avant l'âge. Le gars arrivé à l'aventure. Il a fireball, jusqu'à ce qu'il a persévéré, il a progressé, il a rencontré ma soeur. Mais ce qui était mauvais, c'est que ma soeur, avec lui, il avait demandé à ma soeur de faire le pacte. Et ma soeur était en grossesse. Maintenant, comme ma grande c'était Mboutoukou, elle c'est le genre de femme que elle s'accroche sur l'homme et ce n'est que lui. C'est une bonne chose, même comme ce n'est pas une bonne chose souvent. Maintenant, alors, ma grande sœur alors décide de rester avec le monsieur, elle est enceinte. Nous, sa demoiselle qui était venue au Cameroun, qui nous fait comprendre que la grande sœur est là-bas, elle est enceinte. Et comme elle est enceinte comme ça, là, elle a compris, si elle repart, va nous faire signe quand elle repart comme ça. Si on a des nouvelles, on a des photos, on envoie à la grande sœur. La fille, alors, en partant, le jour qu'elle partait, elle est venue voir la maman. Elle dit à maman que je parle. La maman a dit, ouais, ma fille, pardon, prends les petits paquets si tu renvoies ma fille. Et s'il te plaît, c'est le numéro de téléphone, maman, pardon, tu fais les efforts de nous appeler ici pour nous rendre compte. Ce que la grande soeur n'a pas fait. La grande soeur était au Cameroun, elle s'est assise là-bas, chouing, la grande ne gérait même pas. Elle ne gérait même pas si elle avait laissé sa famille au Cameroun ou pas. Comme elle avait à progresser, le Nigérian l'avait à embourber le cerveau, la grande ne réfléchissait même plus qu'à l'heure-ci. Le Cameroun, ça ne donne pas le sanga, ça ne donne pas le lait. Et donc maintenant, alors, Langa n'appelle pas. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Le gars était quelqu'un qui était quand même bien, qui cherchait la famille de la fille. Donc, il cherchait la famille de ma soeur. Ma grande soeur ne voulait même pas entendre parler de nous. Elle ne voulait pas. Et qu'elle était déjà au 2e enfant. Là, le gars dit que non, je veux que tu rentres au Cameroun. Il faut que tu rentres au Cameroun parce que je ne peux pas être avec toi si je ne connais pas ta famille. Hein? Ma grande soeur, alors comme ça, un matin, on lui voit l'atterrir au Cameroun. Bang! On est dépassé que. Et ma grande soeur, elle a fait comment pour venir ici? Ma mère lui voit, ma mère pleure, maman c'est comment? Elle était bien portante, pas de souci, pas de problème. Elle repart, on fait ce qu'on a à faire ici, on est content, joie, on pleure, on fait ceci. Ma grande se repart au Gabon. Elle repart au Gabon comme ça, et qu'elle avait les secrets dans son ventre plein. Elle n'a pas dit qu'elle a fait le pacte avec le Nigérien. Maintenant, alors le Nigérien là, il était décédé. Le gars en décédant avait noirci même le fond du derrière de la mamie, même le bord mignanga n'atteignait pas la couleur de la peau du monsieur qui était comme un métis.
Et lui, on l'avait seulement empoisonné. On l'avait empoisonné 2 fois apparemment, ce qu'on nous avait dit, on l'avait empoisonné 2 fois, comme c'était quelqu'un qui vendait dans les bassins. On l'avait empoisonné 2 fois, donc c'est la deuxième fois là qu'il était décédé. On apprend seulement aussi au Cameroun, par les oreilles des gens, que ma grande soeur a perdu son mari. Ma grande soeur n'appelle pas ici au Cameroun pour dire qu'elle a perdu son mari. Et le gars mourant avait laissé les boutiques. Il utilisait un seul téléphone avec sa femme. Il faisait les choses avec sa femme, tout avec sa femme. Donc ça va que c'était le pacte comme ça. Quand le monsieur est mort, ma mère a dit que, hey, comme tu vois comme ça, les Nigériens sont des gens que on ne blague pas avec le sang. Si tu ne rentres pas ici avec les enfants ici là, avec les 2 enfants que j'ai compris que tu as 2 enfants, ma mère ne savait pas qu'elle était enceinte. Tu rentres avec les 2 enfants, ils vont prendre les enfants. Les enfants ne restent pas dehors. Mais c'est comme ça que ma grande se prend. Ma grande soeur, comme elle était perdue, elle était dépassée, elle arrive ici au Cameroun. Maman dit que non. Si tu veux repartir, fais ton aventure. Laisse-moi mes petits-fils ici là. Hein? Ma grande soeur, ma mère, c'est là où, bref, quand elle était venue, ma maman a constaté qu'elle était enceinte. Elle dit que, hey, tu es enceinte? Elle dit que oui, je suis enceinte. Elle voulait mentir après que oui, elle est enceinte. Et tout le temps, que oui, maman, comment tu ne m'as pas parlé? Est-ce que je t'ai éduquée comme ça? Et je ne t'ai pas éduquée comme ça, ma fille. Je ne t'ai pas éduquée comme ça. Je ne vous ai jamais rien caché. Comment est-ce que toi, tu me caches ta vie, ma fille? Je t'ai fait quoi? Et maman, c'est là où ma grande se dit que maman, je vais te dire quelque chose. Le père de mes enfants, en mourant, quand il vivait, il avait demandé qu'on fait un pacte de sang, qu'on coupe le couteau. On fait comme ça, on fait comme ça. Maman dit que ouais, ma fille, pourquoi tu as fait ça? On ne fait pas le pacte de sang avec quelqu'un. Chacun a son sang, chacun a sa vie. Hein? Tu sais comment moi je t'ai accouché, j'ai fait. Comment tu peux faire le pacte de sang avec quelqu'un? Après, elle dit à ma mère que là où je suis comme ça, je ne dors pas bien. Le monsieur, il me couche dans les rêves. Ma mère que coucher dans les rêves avec la grossesse, elle dit que oui, qu'il vient dans les rêves. Hein? Si quelqu'un lui drague en route, si quelqu'un lui salue même seulement en route, la nuit, le monsieur là est devant la personne avec la machette. Le monsieur veut seulement tuer la personne dans les rêves. C'est d'où maintenant, alors ma maman dit que merde, on va voir ça. Comme tu es ici, là, si il vient dans les rêves la nuit, tu me fais signe, tu comprends, elle dit oui. Il est vu le jour dans les rêves. Et même pas dans les rêves, il était là-bas venu en machin, physiquement, mais déjà mort. Quelqu'un qui est mort, il vient, il se cache derrière les bananiers. C'est le chien qui aboie, le chien fait qu'aboie. Ma mère dit que, mais c'est qui là-bas? Qui est sur les bananiers là? Ma mère voit l'ombre de quelqu'un, mais la personne glisse sur le. Ma mère, que c'est qui est sur mes bananiers? Je demande que c'est qui est sur mes bananiers. Comment le chien peut aboyer? Il regarde seulement qu'un endroit. La personne qui est là-bas, qui est dans mes bananiers, cachée dans mes bananiers, qu'il sorte rapidement. Qu'il sorte rapidement de ma barrière. Parce que je n'ai pas acheté le terrain, c'est avec quelqu'un. C'est d'où maintenant alors, ma mère dit que maman, c'est lui, il sort comme ça là. Et même dans les rêves, il vient, même physiquement comme ça, il vient maman, c'est lui comme ça. Donc le monsieur, ma grande, s'était parti raser les poils de ses fesses. Excusez-moi le terme. Parce qu'il faut qu'on dise ça à la manière du Cameroun. Nous sommes les gars du Cameroun. Parce que sinon au Cameroun, nous on connaît nos systèmes codés. Et dit que l'anga est parti raser ses poils. Raser les 4 côtés du derrière de sa tête. Donc, tu rases un côté de ta tête ici, côté gauche, côté droit. Tu rases encore à côté gauche, côté droit. L'anga a rasé ça. Et le gars a tué une poule, toute noire. Le gars de ma soeur est parti faire le sacrifice. C'est elle-même qui avait brisé le poulet là. Ils ont mangé à 2 avant de verser le sang. Maman, le Nigérien a dérangé ma soeur. Dérangé ma soeur. C'est un petit gars qui vendait les sachets d'eau. Les sachets d'eau de 50-50. Il voit ma mère passer. Il dit à ma mère, qui a ta fille? Ta fille a le cœur de la grenouille. Parce que la grenouille, quand ça fait croc, tu vois comment ça gonfle. Ta fille a le cœur de la grenouille, donc il avait que ta fille a le cœur. Moi, c'est moi qui ajoute la grenouille pour que ça anime un peu la galerie. Donc, il dit que ta fille a le cœur. Comment est-ce qu'un enfant peut aller faire ce genre de pacte? Le Nigérien est quelqu'un qui était mort déjà 5 fois. Il était mort 5 fois. Hein? Quand il venait, il était petit dans le ventre de sa mère, il était mort 5 fois. Et sa maman, maintenant, n'a pas pu le laisser au village. Elle lui a fait partir quand il avait 6 ans. Pour qu'il ne meure plus, parce qu'il pouvait mourir à tout moment. Il entre encore dans le ventre de quelqu'un au village. Donc, c'était la 6e fois qu'il entre dans le ventre de sa mère. Et sa mère a demandé qu'il quitte. Que le genre d'enfant, c'est pas parce que le genre d'enfant, c'est parce que partout au quartier, on n'a pas accouché le genre d'enfant là. Mais c'est changé en plusieurs faces. Le Nigérien, quand le petit garçon qui va le sachet doit dire à ma mère que ta fille allait faire le pacte avec ce garçon. Ce garçon ne peut pas lui laisser. Et il fallait voir quand ma grande était morte. Elle l'avait pourri même jusqu'à ce que les machines, les fourmis maniaient, les cafards commençaient à sortir, ça sortait au bas de ses pieds.
C'est là où ça a commencé. Ma grande sœur est morte avec l'enfant dans le ventre. Là, un garçon. Pardon, mes sœurs, pardon, quand vous partez n'importe où, faites les efforts de dire ce qui se passe là-bas. Ne cachez plus vos choses. Quand vous cachez vos choses, on ne sait pas comment vous sauver. On ne fait pas le pacte avec un homme. Tu connais comment ça met à coucher. Pardon, maman, c'était pour sensibiliser que, mes sœurs, pardon, dites la vérité. Quand vous savez que ça ne donne plus, il faut dire le vrai fond de la vérité, ne cachez pas. Parce que la maman, c'est tout ce qu'on a de plus cher sur la terre. Ok, maintenant on passe à la deuxième histoire. Merci pour l'histoire. Merci pour l'histoire. Deuxième histoire. Bonsoir DMG et bonsoir à toute la communauté DMG. Bonsoir à tous les frères et sœurs qui m'écoutent. DMG, pour mon deuxième histoire, le thème de mon histoire, je vais l'intituler « La visite d'un esprit de mort ». Il y a de cela 4 ans passés, toujours au Congo-Brazzaville. Moi, je vendais dans un dépôt de gaz. Et je vendais dans un dépôt de gaz pour les personnes qui exercent le commerce. Vous savez, pendant une certaine heure, vous savez, il n'y a pas assez de clients. Aux environs de 7 à 8 heures, il y a des clients, mais aux environs de 15 à 16 heures, il n'y a pas assez de clients. Et moi, j'avais pour habitude de m'allonger quand il n'y avait pas assez de clients, pour m'allonger sur ma petite natte, et je fermais la grille, je prenais la plaque et je mettais juste devant la grille. Peut-être si quelqu'un essaie de rentrer en me voyant en train de dormir pour venir voler, du coup, quand il va essayer d'ouvrir la grille et la plaque tombe, je me réveille aussitôt. Donc, je faisais ça chaque fois. Et c'était un samedi, je me rappelle très bien, j'étais en jeûne de 3 jours et c'était le 3e jour de mon jeûne. Ce jour-là, j'étais vraiment fatiguée, je me suis allongée sur la natte et j'ai senti la présence de quelqu'un, mais pas dans le dépôt, dehors. J'étais pas vraiment dans un sommeil profond, juste dans un sommeil léger. C'est comme si la personne avait juste touché la grille. Pour essayer d'ouvrir la grille, il avait juste touché la grille et la plaque, du coup, c'est ouvert. C'est ouvert. Et il est rentré. Dès qu'il est rentré, j'ai bien vu la silhouette, la forme, c'était une silhouette masculine. Dès qu'il est rentré, il ne marchait pas comme nous les humains on marche. C'était comme si, comment dire, c'est comme s'il flottait, c'est comme s'il flottait dans les airs. Il est venu vers moi, il est allé derrière mon dos. Et du coup, quand il m'a dépassé, il est venu derrière mon dos DMG. C'est comme si on m'avait bloqué, c'est comme si du coup on m'avait attaché. Donc je ne pouvais rien faire, je ne pouvais ni bouger, ni parler, ni ouvrir les yeux DMG. Je ne pouvais rien faire. Donc j'essayais de me débattre dans mon sommeil pour me réveiller. C'était comme si, au fond de mon cœur, j'ai entendu une voix intérieure me dire « Mais prie ». DMG, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Et dans ma prière, DMG, c'était comme si, je ne sais pas si c'est Dieu qui est venu me sauver. Donc, j'ai quitté mon corps. Mon esprit a laissé mon corps sur la natte et moi-même, mon esprit. Quand je vivais l'expérience à DMG, j'étais vraiment très consciente. J'ai senti mon esprit quitter mon corps. Mon esprit a quitté mon corps et mon corps était allongé sur le lit. Et voilà pourquoi on dit que l'esprit est pur. Dès que mon esprit a quitté mon corps, mon esprit n'a pas cherché à savoir qui était venu me visiter. Mon esprit était juste concentré dans la prière. Jusqu'à aujourd'hui, je n'oublierai jamais cette prière que j'avais faite ce jour-là. Et du coup, mon esprit, dès qu'il a quitté mon corps, aussitôt mon esprit s'est agenouillé devant. J'avais un petit bureau avec lequel je faisais mes calculs. Mon esprit s'est agenouillé, j'ai pris ma main droite, j'ai déposé sur mon front, j'ai baissé ma tête. J'ai commencé à prier. Et la prière que j'avais faite ce jour-là, c'était Luc 10, le verset 19. Là où l'Éternel dit, je sais qu'il y a des musulmans ici, pardonnez-moi, je suis chrétienne, autant pour moi. J'ai fait cette prière. Luc 10, verset 19. Là où l'Éternel dit, le Seigneur dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. J'ai commencé à faire cette prière. J'ai prié. Je ne sais même pas combien de fois j'ai cité le nom de Jésus. Et quand j'ai dit Amen, c'est comme si c'est comme si on avait projeté mon esprit dans mon corps. Donc, c'est comme si je me suis retombée, je pourrais dire retombée dans mon corps.
Vraiment, ce jour-là, DMG, jusqu'à aujourd'hui, quand j'en parle, j'ai même des frissons. Et quand je me suis réveillée en sursaut, je me suis mise à pleurer. Je pris mon boomer, j'ai mis la musique chrétienne. J'ai commencé à prier, à chanter, à louer, à remercier Dieu. Parce que moi-même, je savais de quoi Dieu venait de me délivrer. J'ai eu une attaque. Je ne sais même pas d'où venait l'esprit. En tout cas, je ne sais pas. Et le samedi, j'ai fini, j'ai fermé le dépôt. Je suis allée à la maison. Et le lendemain, dimanche, je suis allée à l'église. Après l'église, j'ai essayé d'expliquer l'histoire à mon pasteur. Il a dit, mais tu as été visité par un esprit de mort. Il a dit, lui était venu pour te prendre. Il a dit, vous savez, quand on dit qu'une personne est morte dans son sommeil, mais c'est comme ça que ça se passe. On t'attache là, vraiment, si tu n'es pas dans la prière, mais tu n'es pas vraiment fort, on t'emmène. Donc, quand le pasteur m'expliquait ça, j'avais encore peur d'MG. J'avais même peur de dormir. Imagine, tu viens de vivre cette expérience-là, maintenant, trouve le sommeil. J'avais vraiment peur de dormir. Et j'ai dit, Seigneur, c'est vrai que tu es vivant. Vraiment, c'est vrai. Tu m'as sauvé. Je ne sais même pas d'où venait l'esprit. Je ne sais même pas. J'ai même pas compris, au fait. Parce que moi, j'aime pas fréquenter les nganga pour aller voir. Non, parce qu'on dit toujours, derrière un esprit, il y a toujours, je sais pas comment dire, derrière une force, il y a toujours un esprit. Si vous partez consulter les nganga, vous ne savez pas quel esprit qui l'anime, qui lui donne la force ou bien la sagesse qu'il a. Donc, j'ai pas cherché. Quand je dis Dieu, ce que tu as dit, ce qui est révélé, et à vous, ce qui est caché est à moi. Donc, j'ai pas cherché. Je sais déjà que Dieu m'avait délivré ces jours-là. Et le jour que j'ai suivi l'épisode 157, où la dame disait que son mari était parti en voyage et quand elle dormait, elle a fait un rêve. Son mari est venu dans son rêve avec une seringue pour essayer de prélever son sang. Et quand elle avait dit le nom de Jésus, et elle s'est réveillée. Moi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Voilà pourquoi j'ai dit non. C'est là où je me suis souvenu. J'ai dit non, je dois raconter mon histoire à DMG pour les chrétiens. En tout cas, c'est le nom de Jésus qui sauve. Les jours, la DMG, je vous jure. Jusqu'à aujourd'hui, depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, en 2023, quand j'en parle, j'ai des frissons. J'ai la chair de poule. Parce que je sais de quoi Dieu venait de me délivrer. Un esprit était venu me visiter. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai même pas cherché d'où venait l'esprit. Parce que si Dieu m'a déjà délivré, en tout cas, gloire à Dieu. La leçon à tirer, c'est quoi, DMG, pour mon histoire, juste pour mes frères et sœurs chrétiennes qui sont ici, qui sont là. N'oubliez pas, toujours la prière. Attachez-vous fortement à la prière, parce que c'est juste la prière qui nous sauve de tout danger qui nous guette de près ou de loin. Les ennemis sont partout, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans les ruelles, dans les quartiers, dans les voisinages. Les ennemis sont partout. Donc, attachez-vous fortement à la prière. Et merci DMG une fois de plus encore pour votre émission. Bonne soirée à vous et bisous à tout le monde. Voilà, maintenant on passe à la troisième histoire. Bonsoir, ou bonjour peut-être, DMG, j'espère que tu vas bien. Ça fait un petit moment que j'ai découvert ta chaîne et depuis je ne m'en lasse pas. Et je me suis rendu compte aujourd'hui que j'avais une histoire aussi à raconter. Une histoire que j'ai vécue en 2017 quand j'étais à Abidjan. Et en fait, il y avait un mariage à la maison, donc il y avait pas mal de monde qui était là. C'était un mariage traditionnel et musulman en même temps. Donc ça se déroulait sur une semaine. Il y a pas mal de gens qui se sont déplacés pour l'occasion. Donc ont quitté même le nord du pays, les villages et tout, des gens que tu n'as jamais vus auparavant, mais qui viennent juste pour le mariage. Donc voilà, la maison était remplie et tout. La mariée même était sur place, donc déjà elle occupait une chambre, tout ça, etc. Mais c'était difficile de loger tout ce monde-là. Et finalement, j'ai ma marâtre qui m'a dit « Ah, il y a une dame qui devait pas rester ici à la maison, mais qui finalement va rester comme on n'a pas de chambre prévue pour elle. Est-ce qu'elle peut dormir avec toi le temps du mariage ?» J'ai dit « Ok, il n'y a pas de problème. » Et cette dame-là, en tout cas, je l'avais vue, enfin, elle ne m'inspirait pas, je sais pas, il y a des gens comme ça quand tu les vois, je sais pas, ils t'inspirent pas, ils t'inspirent de la méfiance en tout cas. Mais voilà, je n'ai pas développé le sujet pour aller loin.
Et je sais qu'elle aussi, elle était bizarre. C'est-à-dire que même quand je dis bonjour, elle ne me répond pas. Je vois qu'elle a une tête chelou à chaque fois qu'on se regarde et tout. Mais bon, ok, il n'y a pas de problème. Donc un jour, j'allais en cours en fait. Cette semaine-là, mais j'avais cours plutôt les après-midi. Donc les matins, j'étais à la maison. Et un matin, j'étais là, je me suis assise avec le traditionnel à checker poisson, en train de manger à la salle à manger. Et puis en fait, vu que cette salle-là s'ouvre vraiment sur le salon, la dame, elle était au salon. Et il m'a pris comme ça spontanément de l'inviter à manger, histoire d'un peu casser toute cette sorte de tension que je sens en fait. Donc je l'appelle, je dis Tata. Elle retourne son visage, mais vraiment, je sais pas, mais avec une force, même moi je suis glacée. Et je lui dis, je t'invite à manger. Elle me dit, quoi? Je dis, je t'invite à manger. Elle me dit, ah, elle avait l'air vraiment étonnée. Elle me dit, ah, merci ma fille, bon appétit. Je dis, je t'en prie et tout. Et donc, voilà, ça se passe. Moi, après, je me prépare, je vais à l'école. Et puis, je reviens le soir, mais je reviens très tard parce que, comme j'ai dit, vraiment, je fais ma vie. Parce qu'on peut dire que des fois, tu peux tellement penser à quelque chose que c'est pour ça que tu allais faire un rêve ou des trucs comme ça. Donc, je précise bien que franchement, j'avais d'autres occupations qui me prenaient la tête à ce moment-là. Et du coup, je rentre hyper tard le soir et c'était du coup la première nuit qu'on devait passer ensemble. Donc, je sais qu'elle est déjà couchée et tout, il fait tard, elle doit sûrement être en train de dormir parce qu'elle est à mon noir et tout. Donc, j'arrive, j'ouvre la porte discrètement, je rentre, j'essaie de me débrouiller dans le noir. Là, je me dis, tu dors quand même avec une adulte, faut pas allumer la lumière pour la déranger si elle dort et tout. Et à un moment, elle me dit, tu peux allumer la lumière. Vraiment, j'ai été surprise par sa voix parce que logiquement, elle dormait, enfin. En tout cas, c'est ce qu'elle m'a laissé croire. Donc, elle m'a dit, j'ai dit, non, tata, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Donc, je me suis arrangée en tout cas à faire ce que j'avais à faire. Et puis ensuite, je me suis couchée. Je me suis allongée près d'elle. Mais j'étais là, franchement, jeune et tout. Franchement, je parlais avec mes amis que je venais à peine de voir. Donc vraiment, je suis dans un autre délire. Mais bizarrement, il me prend spontanément à chaque fois de la regarder. Je la regarde un moment. Après, je continue sur mon téléphone et tout. Et finalement, je m'endors. Et quand je m'endors, je fais un rêve où on est vraiment dans la même situation que juste avant que je m'endorme, c'est-à-dire on est allongé sur le lit dans le noir et tout. Et puis elle met sa main sur moi, elle me dit « Merci pour ce que tu as fait aujourd'hui ». Tout de suite, moi je fais allusion à ce qui s'est passé dans la journée, j'ai invité à manger, peut-être qu'elle s'y attendait vraiment pas. Et je dis « Mais non tata, c'est rien et tout ». Et je vois qu'elle ne retire pas sa main sur moi. Bon, je me dis, bon, il y a des gens qui sont un peu gênants quand ils dorment avec toi. Ils te tapent, ils mettent voilà, les membres un peu partout sur toi. Donc, j'essaie un petit peu de me dégager tout doucement, subtilement et tout. Mais je vois que la dame aussi, elle fait pas d'effort. Mais sauf qu'à un moment, ça devient, on sort du subtil, mais ça devient que réellement, elle me montre qu'elle veut pas retirer sa main de moi. Et je vois, je sais pas, mais c'est une vision tellement confuse et tout, un peu dans le noir, bref. Mais je vois une sorte de vernis rouge et tout, et j'ai l'impression qu'elle essaie de me gratter, de me griffer, je sais pas, en tout cas de m'arracher un bout de peau. Donc je commence un peu à lutter et tout, et puis à un moment elle fait des gestes brusques et tout, vraiment, ça devient la bataille. Et je vois que j'ai l'impression même qu'elle a saisi ma tête, comme si elle veut m'arracher peut-être des cheveux, je sais pas. Mais ça commence à me faire peur et toujours dans le rêve, je commence à réciter une sourate parce que moi je suis musulmane. Et puis, c'est comme si elle se sent fatiguée à ce moment-là et puis elle me relâche. Donc quand elle me relâche, je cours, je sors de la chambre, je vais directement dans la chambre de mon frère et je commence à lui raconter. Et dans le même temps, c'est toujours dans le rêve bien sûr, c'est comme s'il faisait jour. Donc tout le monde était là et tout dans la grande cour, on va dire ça comme ça. Et puis il y a ma marâtre qui m'appelle. Donc je vais vers elle et puis je vois la dame en question qui est assise vraiment dans sa tenue de la veille, tout et tout. Elle est assise, elle a croisé les bras. Et moi je passe près d'elle, sauf qu'il y avait une bassine avec des pagnes dedans, un peu comme des trucs pour la mariée et tout. Et au même moment où je passe, ben, il y a un pagne qui tombe. Et au même moment, la dame qui dit « La petite fille est venue me provoquer ». Donc quand elle a dit ça, moi je fais allusion au pagne qui est tombé. Donc je lui dis « Tata, c'est pas moi qui l'ai fait tomber, mais voilà, je le prends, je le range ». Elle dit non, je ne parle pas de ça. Tu es venu m'attaquer en rêve. Sachant qu'on est toujours dans mon rêve. Elle me dit ça, tu es venu m'attaquer en rêve. Donc à partir de là, ce qu'elle me dit, ça me choque, ça m'effraie et tout. Je ne sais pas si je rêve d'autre chose ou pas, mais en tout cas, à un moment, je me réveille. Et dès que je me réveille,
Je vois que c'est comme si elle ne dort pas, quoi, parce qu'elle est allongée, elle est en train de bien mettre la couverture sur elle. Donc franchement, c'est un peu bizarre comme ressenti. Tu viens de rêver de quelqu'un, tu ouvres les yeux, bon, la personne a l'air de ne pas dormir, bon, ça fait un peu peur. Donc je prends mon courage à deux mains, je prends mon téléphone, tout, je compte jusqu'à 3. Je dis bismillah, je me lève, je cours, je sors, je vais dans la chambre de mon frère, qui lui aussi, du coup, partageait sa chambre avec des cousins, qui étaient aussi là pour le mariage. Donc j'arrive, je me réfugie là, je me dis je peux pas dormir parce que j'ai peur de faire un nouveau rêve. Et donc j'attends le matin et tout, parce que quand je me suis, je crois qu'il était 3 heures du matin. Et donc je suis restée dans sa chambre de 3 heures à 6 heures sans dormir. J'étais là et tout. Et puis à un moment, mon frère qui fait des bruits dans son rêve, genre quelqu'un qui se lamente un petit peu, je sais pas, qui est un peu en difficulté, et tout. Et ça me fait limite rigoler parce que je sais pas c'est quoi ces cris. Et je me dis, quand il va se réveiller le matin, je vais lui dire, ah toi, regarde ce que tu fais quand tu dors et tout. Et puis, vers 6 heures du matin, il y a mes premiers cousins qui se réveillent, donc je commence à leur raconter l'histoire tout doucement pour ne pas réveiller mon frère. Mais sauf qu'en fait, il dormait pas et il a entendu toute l'histoire. Et puis à un moment, il ouvre les yeux et il me dit, en tout cas, si tu as la possibilité de ne pas dormir avec elle, je te recommande de faire ça parce qu'elle est vraiment bizarre et même moi, j'ai fait des rêves sur elle. Il me dit qu'il a vu comme si elle avait l'apparence d'un chat, elle essaie de le griffer, etc. Donc il essaie de se débattre un petit peu. Donc moi, à partir de là, j'ai vraiment eu peur. Je me suis dit, je sais que moi-même depuis longtemps, je sais pas, bon, on m'a déjà dit, après, tout dépend des croyances de chacun, mais on m'a déjà dit que oui, enfin, j'ai une certaine ouverture spirituelle, donc, bref, longue histoire. Les rêves, en tout cas, c'est quelque chose, je sais pas, c'est mon champ, comme on dit. Et donc, les trucs un peu de sorcellerie, on te donne de la nourriture en rêve, on te demande des dettes en rêve, c'est des choses que je vois régulièrement. Donc, voilà, mais à être confrontée à ça dans la vraie vie directement comme ça, c'était la première fois, donc j'avais vraiment peur. Et il me disait, non, les sorciers, là, même si tu vas pas aller les affronter pour dire, oui, toi, tu es sorcier ou quoi, mais dans la vraie vie, montre-leur que tu n'as pas peur d'eux. Et donc, il m'a dit, t'inquiète pas et tout. Et donc, vu que j'avais cours que les après-midi à cette période-là, les matins, j'étais là. Et donc, on se retrouvait souvent dans la maison. Le même matin, voilà, on s'est retrouvés dans la maison. À un moment, on était tous au salon et tout en train de regarder la télé. Il y avait d'autres personnes qui étaient là. Et progressivement, les personnes sont parties. On n'est resté que deux. Et au même moment, je me rends compte qu'elle fait une sorte de, je sais pas, un geste avec sa main, là. Et je vois qu'elle a le vernis rouge comme je l'ai vu dans mon rêve. Et puis, du coup, on se parle pas et tout. Bref, après, moi, je vais à l'école. Quand je reviens le soir, on me dit que oui, la dame dit qu'elle ne se sent pas bien. Elle est partie chez sa sœur dans un autre quartier. Déjà, je me suis dit, bon, tu as ta sœur dans un autre quartier. Pourquoi tu viens ici? Mais bon, bref, ok, ok. Donc, elle est partie. Moi, ça a fait écho parce que dans le rêve, à un moment, quand elle m'a attrapée et tout, que j'ai récité les sourates, elle avait cette sensation, voilà, d'affaiblissement là aussi. Donc, bref, je me suis dit, est-ce que c'est pas lié et tout ça, etc. Et puis, en même temps, j'ai aussi raconté mon rêve à ma marâtre et à d'autres personnes dans la maison parce que, bon, tout le monde connaît les rêves que je fais. En général, souvent, je rêve, ben, quand je rêve, tout le monde jeûne dans la maison et tout, donc c'est assez pris au sérieux. Donc, elle m'a dit qu'elle aussi, elle n'aime pas la dame et que, voilà, elle a même mis du sel un peu partout dans ma chambre et tout, parce que ma marâtre, elle est chrétienne. Donc, on est une famille de musulmans, mais elle est chrétienne. Et donc, même elle m'a dit, enfin, après, souvent, les chrétiens évangéliques aussi, ils y croient fortement. Donc, même elle a plus chargé l'histoire que, que moi. Donc, elle disait, non, cette dame, elle est anormale et tout, etc. Et puis, bon, quelque temps après ça, elle est revenue à la maison. Moi, entre-temps, j'ai voyagé. Et donc, quand j'ai voyagé, on m'a dit en tout cas qu'elle a fait 1 mois là-bas et tout, etc. Et que, en tout cas, c'était bizarre, c'était tendu. Et puis, à un moment, c'est comme si c'était plus caché, en fait. Ma belle-mère, elle, souvent, me mettait dans la taquinerie pour lui dire, ah, toi, tu es un peu bizarre. Toi, est-ce que tu n'es pas sorcier? Bref, des trucs comme ça. Et moi, de mon côté, en parallèle, dans mon voyage, je crois que j'ai rêvé 2 fois d'elle. Mais vraiment, juste elle était là, elle me disait que oui, quand elle était chez nous et que j'étais là, elle savait très bien tout ce qu'on disait à son sujet, des choses comme ça. Mais bon, je ne comprenais pas. Et j'ai oublié de dire aussi qu'avant que je voyage, après le rêve et tout ça, quand elle est partie chez sa sœur, qu'elle est revenue, bizarrement, elle essayait un peu de créer du lien avec moi. Je ne comprenais même pas d'où ça venait parce que au départ, c'était pas ça du tout.
Et là, je sais pas, elle me racontait des choses que je n'ai même pas demandé. Elle vient me raconter des trucs dans son village, là-bas, comment ça se passe. Comme si elle essaie de se rapprocher de moi. Elle essaie de me plaire un peu, mais sauf que madame, moi, ça m'intéresse pas, en fait. Mais bon, en tout cas, voilà, un petit peu l'histoire que j'avais à raconter. Est-ce qu'il y a réellement une morale dedans? C'est peut-être de faire attention, comme ça a été dit plusieurs fois sur la chaîne, hein, qu'en général, pendant les événements, ou en tout cas quand il y a des gens qui viennent du village, qui viennent à la maison, eux tous, ils ne viennent pas forcément avec de bonnes intentions. Et puis bon, en tout cas, c'était assez effrayant de côtoyer comme ça en live, de dormir dans le même lit que quelqu'un qui est supposément en train de faire de la sorcellerie. Donc, Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on passe à la quatrième histoire. Surtout, likez, commentez, partagez. Bonjour DMG, c'est Hans, celui qui vous a raconté la petite histoire la dernière fois. Donc du coup, j'ai une autre histoire à vous raconter en ce jour. Et cette histoire, c'est l'histoire d'un frère, d'un ami avec qui on a fréquenté ensemble au collège Sainte-Thérèse d'Enva. C'est un collège sur la route de Koula, donc chez les Étones là. Je ne sais pas si vous maîtrisez ce collège. C'est un collège catholique. Il y a l'internat là-bas, l'internat des filles, l'internat des garçons. Donc c'est mixte. Donc j'ai fait un an là-bas. J'ai fait un an d'études. À cette époque-là, c'était pour récupérer mon probatoire. C'est moi, Hans, le Gabonais. J'ai fréquenté au Cameroun. Donc alors, je suis allé là-bas, j'ai fait un an. La pension était d'abord vraiment chère. Mais bon, avec les petits moyens, on a tout fait pour que je puisse intégrer le collège et j'étais au régime complet. Parce que l'internat, c'est souvent un régime complet, régime foyer. Mais le régime complet est souvent plus cher que le régime foyer. Alors, à cette année-là, j'ai fait la rencontre de beaucoup de gars, beaucoup de filles. Mais moi, j'étais un garçon très timide. De nature même, je suis un peu timide. Mais à cette époque-là, c'était vraiment de la timidité à un niveau très élevé. Vous savez, quand l'école vient de commencer, c'est tout le monde qui est un peu restreint, tout le monde veut un peu jouer au sérieux et tout. Alors j'ai fait la rencontre de certains gars. Mais avec cette rencontre, j'ai dû sélectionner certains qui me paraissaient vraiment bien par rapport à leur comportement, par rapport à leur façon de voir les choses et tout. Alors j'ai rencontré deux amis avec qui on a gardé l'amitié jusqu'à nos jours où je vous parle là. On est en contact, sauf qu'ils sont au Cameroun, à Yaoundé. Moi, je suis au Gabon. Alors, la petite histoire, c'est mon ami qui vient, qui me raconte la situation. Et je l'ai contacté il y a 3 jours. Je lui ai dit non, il y a une émission là, DMG. On parle de beaucoup de choses, des histoires mystiques. Et je pense que ces histoires-là peuvent nous donner des conseils, comment faire pour éviter des situations, machin, truc, parce que le monde est devenu très, très compliqué. Alors, je lui ai demandé l'autorisation. Il m'a dit non, tu peux raconter l'histoire, mais ne mets pas le nom de l'enfant du boss, parce que ça peut nous coûter cher, mais je peux dire son nom, en quelque sorte, peu importe, même si l'émission passe un jour quelque part, mais s'il y a seulement son nom, il n'y a pas de problème, mais s'il y a le nom de l'enfant du boss, ce n'est pas des mensonges, on peut avoir des problèmes. Donc, l'histoire se déroule au Cameroun, plus précisément à Yaoundé, pas à l'internat, parce qu'à l'internat, on se connaît, on a fréquenté, l'année qui est déjà passée. Donc, ça s'est passé il y a 2 ans. Donc, l'enfant du boss, il reste à Manguier. Manguier, son père était un haut cadre de ce pays, travaille même dans le gouvernement. Donc, il est ministre, je ne sais pas. Mais je ne vais pas entrer dans les détails, parce qu'en entrant dans les détails, on pourrait peut-être imaginer la personne, ou le ministre, ou qui il habite à Manguier. Alors, mon ami, lui, il est à Nanga, dans la Haute-Sanaga, si vous maîtrisez bien, à Nanga, juste après Mbandiock, où se trouve la Susukam. Parce qu'on a fait aussi des investissements là-bas, des champs et tout et autres. Donc, c'est un jeune gars, son père aussi s'est débrouillé pas mal. Donc, un jour, l'enfant du boss avait organisé l'anniversaire à Yaoundé. Et quand il organise l'anniversaire, il envoie l'invitation à Nanga. Il s'appelait Nanga Charles. Il était un babouté.
Donc, le gars l'envoie l'invitation d'aller à Yaoundé, fêter son anniversaire et tout et autres. Alors, il reçoit l'invitation, il était tellement content que, l'enfant d'un bao du pays m'envoie l'invitation et tout et tout. C'est vrai, on communiquait parce qu'on a créé un petit groupe des Thérésiens, groupe de Sainte-Thérèse. On cause, mais tu sais, avec les enfants de boss là, toujours en train de dire, oh, je suis en voyage en Turquie, je suis ceci, j'ai déjà ceci, j'ai cela. Donc, il y a des gens, non, notre amitié ne colle pas, trop de vantardise, trop d'orgueil et tout ça. Bon, nous, ça nous dit rien. Nous, on est là pour parler des choses importantes qui peuvent nous amener à être aussi comme vous. Mais vous êtes toujours en train de parler des biens de vos parents. Nous, on n'a rien à foutre de tout ça. Donc, c'est ce groupe-là qu'on m'avait intégré. Je suis quitté, même on m'a encore remis. Vraiment. Alors, mon camarade là, Nanga Charles, qui a reçu l'invitation du fils du ministre, je ne sais pas, du directeur ou quoi, il reçoit l'invitation. Il part, donc, il voit son père, il dit, papa, comme tu vois là, pour tes activités agro-pastorales, je serai pas disponible pour quelques jours. Je vais aller à Yaoundé, assister à l'anniversaire d'un camarade de classe. Son père, ceci, cela, ceci, cela. Le père dit, tu pars à l'anniversaire, tu vas aller faire combien de jours là-bas? Et si tu as dit le nombre de jours que tu vas faire et tout, il dit, oui, il m'a parlé de 3 jours, je serai chez eux, il n'y aura pas de problème, t'inquiète pas, ce serait au calme. Il dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Je vais te trouver de l'argent de transport. Tu vas aller assister ton camarade à l'anniversaire et tout le reste, mais pourvu que les choses se passent dans les bonnes conditions. Parce que les enfants des ministres, quand tu dis enfant des ministres, tu ne dis même pas que l'enfant d'un sous-préfet ou bien l'enfant d'un enseignant ministre. Vraiment, bon, il n'y a pas de souci, c'est ton camarade de classe. Ça veut dire qu'il y a quand même une amitié qui vous unit vraiment en tant que tel. Il dit oui, ok. Bonne route, il a donné à mon camarade, parce qu'il était aussi mon camarade. Il a donné à mon ami là, à son fils, il a donné 10 000 pour prendre la route de Nanga jusqu'à Yaoundé. Alors le petit part prendre la voiture pour Nanga, Yaoundé. Il arrive à Yaoundé, l'enfant du boss l'a orienté comment il devait marcher et tout et tout. Il a marché, il est arrivé chez l'enfant du boss. Il n'avait rien à voir avec le boss. Il est parti à l'anniversaire de son camarade qui est l'enfant du boss. Bon, quand il arrive là-bas, ils ont fêté parce qu'il a trouvé plusieurs autres personnes, plusieurs autres enfants. Il y avait quand même d'autres gars, même avec qui on a fréquenté, qui ont été à l'anniversaire. Bon, moi, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas reçu l'invitation, mais plus quelques jours après, j'ai dit à mon type, mais comment je m'appelle invité? Il m'a dit non, moi je sais que toi tu es occupé avec tes histoires des activités sur le terrain et tout. Moi je savais que tu ne pouvais même pas venir. Il dit, bon. Tu as un peu raison, parce que moi, à cette époque-là, j'ai travaillé chez un grand promoteur, un Tchadien, qui avait lancé un projet de poulets de chair. Donc, j'ai géré plus de 5000 poulets, donc je ne pouvais pas être disponible à l'anniversaire en question. Alors, ils ont fêté là-bas, j'ai seulement vu les photos, les statues, j'ai apprécié. C'était bien passé. Ils ont mangé, ils ont bu, c'était cool. Donc, après l'anniversaire à la maison, ils sont déplacés. Le fils du boss a mis de l'argent en valeur. Ils sont allés à Bastos. Il y a une grande boîte de nuit là, à Yaoundé, à Bastos, là, on appelle le Famous. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du Famous là. Ils ont géré la soirée. Le petit a saigné de l'argent. Les gars ont dit waouh. Donc le petit là, même l'affaire, même qu'on disait qu'il est bobo là, donc ça c'est un vrai bobo. Ce n'est pas les histoires où on raconte là que voilà le vrai bobo, le tété, comme on dit au Cameroun. Le petit a saigné le dos. Il était avec sa petite soeur. Alors, la soirée s'est bien passée, ils sont rentrés. D'autres ont pris leur route, mais mon type, l'enfant du boss et sa soeur, ils avaient une voiture, une Range Rover noire. Ils ont pris la voiture, ils sont rentrés ensemble avec l'enfant du planteur, si je peux dire ça. Ils sont rentrés, ils sont repartis à Mangué, là où ils habitent, dans leur résidence. Parce que le boss a plusieurs résidences, mais la résidence même familiale, c'est à Mangué. Donc, quand ils sont arrivés, ils ont passé la soirée, ils ont dormi. Il avait sa chambre, la chambre d'invité. C'était cool. Alors, le matin, là, il y a une bonne, pour ceux qui connaissent comment vivent les boss. Il y avait déjà le déjeuner, tout à la salle à manger, quoi, pour les enfants. Alors, c'est la fille qui part réveiller l'ami de son frère. Donc, c'était même pas son frère, c'est même pas son ami qui l'a réveillé. Donc, la soeur de l'enfant du boss, quoi, sa soeur qui allait réveiller notre camarade là, notre frère. Bah oui, il y a le déjeuner et tout. C'est au salon, tu nous trouves. On va faire un truc ensemble et après on va sortir. Il a dit ok. Il est parti, ils ont déjeuné.
Ils ont bien causé, c'était au calme. En fait, la réception était bonne. Mais le vieux, bon, on ne sait pas où le vieux était. Soit il était en voyage, je pense bien, ou la maman aussi, elle était peut-être au village, je ne sais pas trop. Mais la maison était seulement entre le frère, la sœur et le petit qu'on a invité. Parce que les deux autres frères, les autres aînés, eux aussi étaient en déplacement. Donc j'étais seulement à la maison, dans le camp à 3, avec 2 gendarmes qui étaient là parce que c'est quand même le camp du... on ne va pas dire le nom. Alors, après le déjeuner, le fils du boss dit à son camarade que là où tu vois là, je souhaiterais que tu rentres demain parce qu'il y a une messe là qu'on doit assister. Je voudrais que tu sois à la messe. Et la messe là se passe où? Ah, c'est compliqué. À la cathédrale. C'est une messe spéciale. Le gars dit, ah, la messe. J'ai dit, vous faites les messes chez vous. Il dit, oui, c'est une messe spéciale. C'est aussi une messe comme on fait le dimanche, mais c'est une messe elle est spéciale. Mais je voudrais que tu sois là. Mais vraiment, je souhaiterais que tu sois là, que tu ne dises même pas, oh, si c'est là, tu vas rentrer. Je veux que demain on aille à la messe, tu assistes. Je vais te donner le transport, tu vas rentrer. Mais si papa met la pression, tu dis que tu vas rentrer. Ça, tu ne dois pas avoir peur. Il a dit, bon, ok, pas de problème, on va aller ensemble. Alors, ils ont fini de causer, ils ont fini de manger, ils sont allés au marché, ils ont fait des petites courses et tout et tout. Ils sont rentrés. Quand ils rentrent, la fille, dans la soirée, n'a pas trouvé l'ami de son grand frère. Il dit, ah, Charles, je ne sais pas la relation que tu as avec mon frangin, ou vous êtes camarade de classe, ou vous êtes connu où, mais moi je ne vais pas te mentir. Tu es un garçon que j'aime bien, j'apprécie, tu es un jeune comme nous. Je ne veux pas que tu perdes ta vie. Le gars dit, ah, perdre ma vie. Tu veux perdre ma vie comment? Il dit non. Elle dit non, tu ne peux pas comprendre. Et si j'entre trop dans les détails, je pourrais avoir des problèmes. Mais moi, je ne vais pas te mentir. Depuis hier, je t'observe. En fait, tu es quelqu'un de bien, de simple. Et là où tu viens, votre famille, vous êtes vous êtes des personnes bien. Vous n'avez pas grand-chose, mais vous êtes des personnes bien. C'est ça que moi, j'ai vu en toi. Et je ne voudrais pas que le sang d'un innocent reste dans notre maison. Parce qu'on fait des choses qui sont compliquées, mais je ne peux pas t'expliquer. En t'expliquant, je pourrais même je pourrais même être refoulé un jour de ma famille. Donc, vraiment, ce que je peux te dire, là où tu es là, c'est que je t'aime, je t'apprécie tellement. Et la messe que mon frère t'a parlé, quand nous étions au salon, je veux que tu fasses attention. Parce que déjà, dans notre maison, on fait des rites. Des rites que tu ne peux pas imaginer. On fait des rites. On fait tout ça pour conserver la position de notre vieux, de notre papa. Donc, on est obligé, on est habitué, nous sommes nés là-dedans et on supporte. Nous sommes en complicité de tout ce que papa fait, on est au courant. Et ce que mon frère veut faire là, c'est un sacrifice. Et que ça doit rester entre nous. Si tu me promets de garder ça comme secret, de ne pas avoir peur. Ce que je vais te dire, c'est quoi? C'est que quand on va aller demain à la messe, on le fait tous les jeudis à la cathédrale, tu vas arriver, tu serais très très surpris. C'est une messe vraiment spéciale comme il t'a dit. Tu ne vas pas trouver n'importe qui là-bas. Tu vas trouver des hautes personnalités, peut-être même ceux que tu as même l'habitude de voir même dans les journaux télévisés. Tu vas reconnaître certains. Si tu regardes beaucoup de médias, tu vas reconnaître beaucoup. Donc à la messe là, parce qu'en ce moment-là, notre frère, notre père, on l'a demandé de faire un truc, un sacrifice. Mais ce sacrifice-là, c'est quoi? On va prendre une chèvre, on va le découper dans l'église, mais elle va se faire de façon discrète. C'est pas tout le monde qui pourra observer la scène en question. Et le prêtre qui va faire la messe, ce n'est pas souvent celui-là qui vient souvent à la grande messe le dimanche. Ce monsieur qu'on connaît tous. Donc, ce serait plutôt son adjoint, celui-là qui gère souvent des messes quand il n'est pas là. C'est celui-là qui fait souvent les rites en question. Donc, vraiment, c'est compliqué. Quand tu vas arriver, quand on sera à l'église, ce que tu vas faire, c'est quoi? C'est que quand on va appeler mon frère pour lui demander de savoir qu'il est venu avec qui, n'est-ce pas? Tu vas lever ton doigt
Et quand tu vas lever ton doigt, quand on va t'interpeller d'aller devant, d'aller prendre des bénédictions, de quoi, tu vas demander la permission d'aller uriner, que tu reviens pour 2 ou 3 minutes. On ne va pas te brutaliser. Et quand tu vas sortir de là, tu rentres rapidement à la maison. La fille a pris 50 000 francs et donné au gars, parce qu'elle était déjà amoureuse du gars. Elle ne voulait pas que le jeune garçon se fasse sacrifier. Une histoire qui s'est passée il y a à peine 2 ans. Donc le gars dit, bon, ok, quand c'est comme ça là, mais moi j'ai même déjà peur, même dormir là, même je ne sais pas comment je vais faire. Elle dit, non, ici à la maison, on ne fait pas des trucs ici à la maison. Tout ce que nous faisons, sacrifices et rituels et autres, c'est pas ça ailleurs, c'est pas ici dans notre maison. Le gars dit, bon, ok. Elle a donné les 50 000, ils ont pris la voiture. Elle n'a pas voulu que le frangin soupçonne peut-être qu'ils ont eu à causer, ils sont échangés, quelque chose comme ça. Ils sont sortis de la maison, ils sont allés ensemble. Et il a fait exactement comme la fille l'a demandé, et effectivement, c'est passé comme ça. Donc, quand on l'a demandé, que j'ai failli donner le nom du petit, quand on a demandé au gars que bon, gars, tu es venu avec qui aujourd'hui? Parce que tu dois respecter les consignes que ton père a laissées. Il a dit oui, je suis venu avec mon frère, mon camarade, et tout, et tout, et tout. Donc voici, il s'est donc déplacé, aller devant. Quand il arrive donc devant, non, il ne s'est pas déplacé en fait. Il s'est déplacé, il allait devant et dire à l'homme de Dieu que non, il veut uriner, c'est urgent. Il ne va pas faire même 2 minutes, il va revenir, il arrive là maintenant. Les gars ont dit ok, pas de problème, dépêche-toi. Tout le monde dans la salle, il a reconnu, il me dit qu'il a reconnu des personnes dans la salle, des journalistes, certains. Oh, c'est compliqué. Des journalistes au Cameroun. Il y avait à peine 2 ou 3 ministres. Oh Seigneur, je dis même ministre là même, on peut me chercher pour 5 jours. Alors, le gars est sorti de l'église. Les voitures qui étaient garées ce jour-là, il y a des marques, même des voitures même qu'il n'a jamais vues depuis qu'il est né. Il est sorti de l'église, il a pris sa voiture directement. Il est rentré à Nanga. Donc, c'est un peu ça mon histoire. C'est pour dire quoi? Le conseil que je peux donner par rapport à cette histoire, c'est que vraiment, le dehors est compliqué. Nous, on pensait que l'affaire des loges là, c'est seulement nos parents seulement qui sont à l'intérieur. Mais je me rends compte qu'il y a des familles qui sont en complicité avec ce que le boss fait. Donc, ça veut dire que papa est dedans, madame connaît, les enfants connaissent. Ils gèrent. Apparemment, comme la fille a dit, les rites là, c'est pour conserver la place de leur père. Ils ne le font pas, le vieux serait balancé. Donc, il y a des conditions qu'ils doivent respecter seulement pour que papa reste en service. Vous voyez, bon, c'est compliqué. Le petit, quand moi je vois, c'était quoi? L'enfant du boss voulait l'envoyer devant. Et ce sont les consignes que le vieux a laissé qu'il devait faire. Et ils font ça tous les jeudis. Bon, je sais pas. Je sais que certains à Yaoundé vont commencer à contrôler et vérifier, mais moi j'ai dit c'est une histoire qu'il m'a racontée et j'ai vu des photos. Il est parti à l'anniversaire, il m'a envoyé des photos, les statues et tout, comment ils ont géré la cérémonie. Donc c'est un peu l'histoire que je voulais vous passer. Maintenant, j'ai une autre histoire, mais celle-là me concerne. Je pense que ce serait la dernière parce que celle-là, c'est avec le fils d'un boss, comme je l'ai dit tantôt la dernière fois. Et là, c'était avec l'enfant d'un sénateur. Vous savez qu'on a l'internat, lorsqu'on a l'internat, on rencontre multiples personnes. Les enfants des colonels, les enfants des généraux, les sénateurs, les enfants des préfets, des sous-préfets, des commandants et autres. Donc, l'autre là, je vais le raconter la prochaine fois. Donc, merci DMG et passez un bon après-midi. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on passe à la 5e histoire. Autre histoire, DMG. Bonjour la communauté DMG. Bonjour, bonjour, bonjour. Il s'agit du Bangala mystique. Oui, oui, oui. Un Bangala mystique. Excusez-moi quoi. Ou pénis mystique. C'est mieux même pénis mystique. Parce que si je dis l'autre nom qui commence avec B, là c'est trop grossier. DMG, j'ai une voisine, une grande sœur avec qui on a grandi au quartier. Partagez et likez. Et merci pour l'émission DMJ. La grande sœur là aimait tellement l'argent. Elle faisait la vie. Vraiment, à pas la peine avec ses sœurs.
Donc un jour, elle croise un monsieur. Le monsieur est tellement connu dans le quartier. Donc, la go en question, ce n'était pas sa première victime. Il fixe rendez-vous à la go. Tellement la go était jolie. La go accepte le rendez-vous. Ils partent. Première fois. Ils mangent, ils boivent et tout. Il vient déposer la grande. Deuxième fois. Troisième fois. La grande dit, ah, mais il donnait beaucoup d'argent à la grande. Mais la grande ne savait pas ce qui s'est passé. Elle vient comme ça à chaque fois. Ah, le gars m'a fait ceci, le gars m'a fait cela, le gars m'a fait comme ça, le gars m'a fait ça. Les autres aussi étaient aussi en admiration que, ah, ouais. Donc un jour, il dit à la grande, ah, si tu as une autre petite, moi j'aime bien faire les rapports à 3, quoi, ou à 2, ou à 3, ou à 4. Moi, ça me dérange pas parce que vraiment, mon engin, il est vraiment insatiable quelquefois. DMG. La grande aussi dit que tant qu'il y a le pognon, moi je roule. Elle a amené une autre petite du quartier. Ils sont partis et tout. Ça a commencé à jazzer là-bas, ça a moussé dans la chambre et tout. Oui, il a pris une suite dans un hôtel de la place ici chez nous. Allez. Il dit à la petite fille, non, toi, te mets d'abord à côté et tout ça, là, machin. Je m'occupe d'abord de la grande, après je m'occupe de toi. Comme la grande et lui étaient à peu près étaient de la même ethnie, et la petite était du nord, dans la province septentrionale. Il dit la petite, non, toi, tu es une bonne petite et tout ça là. Mets-toi d'abord de côté, je m'occupe d'abord de ma vraie femme. Il est parti avec la grande. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Il a pris 500 000. Il a donné à la grande, en disant à la grande, ah, si tu ne me vois pas, ces temps-ci et tout ça là, je vais toujours t'appeler. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les téléphones cellulaires. On avait encore les téléphones fixes. Donc, c'est comme ça la grande a dit, oh, il n'y a pas de souci, on sera toujours en contact. De là où tu seras, ben, moi j'ai aussi un téléphone à la maison. Ma mère a fait venir la ligne à la maison, sans problème, sans problème. DMG, c'était maintenant au tour de la fille, la petite là. DMG, la fille là a subi le calvaire. Ce qu'on appelle le calvaire, c'est elle-même qu'on a amené même à l'abattoir. Il a pris la fille. Ils ont commencé à coucher ensemble, se coucher ensemble. La fille dit que tout d'un coup, soudainement, elle sent comme si le pénis du gars était en train de grossir. Grossir, jusqu'à voir la taille de sa jambe. Le pénis l'a écartelé les jambes. Déchiré. Donc, de telle manière à ce que le vagin et l'anus étaient confondus. Après, il s'est retiré. La jeune fille a dit, regarde la taille du pénis. Regarde la taille. On dirait un gros bois. Après, le monsieur est parti à la douche. Il a laissé la pauvre fille là sur le lit en train de comment on appelle ça? De se baigner dans son sang. Il a fini de se laver, tout ça là. Il a pris 5 millions, il a balancé à la petite fille là. Après, il a dit à son chauffeur, prends-la, hein, tu l'amènes comme d'habitude. C'est comme ça que le chauffeur a soulevé la petite en question. Avec les draps de l'hôpital et puis il faisait tard. Ils l'ont amené dans une clinique, comme lui-même dit, comme d'habitude. Les gens de Libreville ici connaissent même la clinique en question. On est parti là-bas. On a cousu la fille, coude. Le lendemain matin, la fille arrive au quartier. On vient la déposer au quartier. La fille est là. Oh, mon Dieu, ça ne va pas où. Donc la grande avec qui elle est partie demande, ah, toi aussi, depuis combien de jours là je te cherche et tout. Tu étais où? Oh, là où tu m'as amené là-bas. Oh. Le monsieur là m'a fait mal.
Il m'a fait mal. Il t'a fait mal. Comment? C'est comme ça que elle écarte les pieds. Elle est dans sa chambre. Elle écarte les pieds. Les points de suture, pas la peine. Donc, en écartant les pieds comme ça, sa mère aussi, la mère de la petite, entre. Elle regarde comme ça, elle crie. Qu'est-ce qui s'est passé? La petite a commencé à pleurer. La petite a commencé à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Oh, c'est Yaya Tel qui m'a amené chez un monsieur au nom de... Voilà, maintenant on a eu les rapports. En faisant les rapports comme ça, là, le sexe du monsieur, là, ne faisait que grossir, 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 grossir. Et puis ça m'a éclaté le vagin. Le vagin était confondu avec l'anus. C'est comme ça qu'il m'a soulevé. Avec il a dit à son chauffeur de me soulever et aller me déposer dans la clinique telle. DMG, l'affaire l'a chauffé dans nos quartiers, tu ne peux pas. Il est parti porter plainte. La maman, pardon, est partie porter plainte. Mais comme le monsieur, c'est un tété, comme on dit ici au pays, c'est un tété, la plainte n'a pas abouti. La petite est là, elle vit, elle marche maintenant, on dirait une jeune fille qu'on avait mal déviagée. Alors que la pauvre petite fille est bien sortie, bien une belle petite fille. Depuis là, elle a déjà, parce qu'elle est un peu plus grande que moi quand même, hein, la petite en question, elle doit avoir à peu près 47, 48 maintenant, hein. 47, 48 maintenant. Jusque là, elle n'a jamais eu d'enfant. Elle ne s'est pas mariée. La seule chose, c'est qu'elle a un bon boulot, mais les hommes ne restent pas, quoi. Les hommes viennent avec elle, se jouent et puis les hommes partent. Comme elle me racontait, parce qu'à chaque fois, elle insulte souvent la grande, là, quand elle vient sur mon pays, au caractère que c'est à cause de toi. Si aujourd'hui je suis comme ça, les hommes me refusent. Les hommes disent que j'ai l'eau dans le vagin. Tout ça là, c'est à cause de toi. Donc, elle est là comme ça. C'est ça là où la vie, DMG, l'argent facile, l'argent rapide, l'argent à tout prix. C'est ça la morale de mon histoire. Faites très attention aux gens. Faites très attention aux gens qui vous amènent dans des endroits bizarres pour avoir de l'argent. Une petite fille, pareil, maman me disait qu'à l'époque, parce que nous on était très petites, hein, j'avais dans les 10 ans, hein, 8, 9 ans, pardon, quand l'affaire avait éclaté au quartier. Au lieu d'aller travailler, ton argent fait ton école. Parce qu'elle a terminé par faire son école, elle a eu son bac. Elle est même allée jusqu'en France avec son handicap là. Mais on n'a pas pu bien arranger parce que le gars l'avait bousillé la matrice. Donc c'est ça. Évitez l'argent gratuitement. Évitez l'argent facile. L'argent sale. Évitez. Bon. Bonne soirée à vous. C'était encore une de mes histoires. Merci DMG pour ton émission. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonsoir DMG, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Voilà, c'était pour vous raconter une petite histoire que j'ai vécue moi-même. Je suis en Côte d'Ivoire et l'histoire s'est passée à Dabou. Voilà, à Dabou, dans la ville de Dabou. C'était en 2014. Je vivais avec ma maman, avec ma petite soeur, plus une nounou qui était sur le point de partir. Donc pendant ce temps, on était en train de chercher quelqu'un qui allait venir rester avec nous parce qu'on était encore tout petits. Donc il y a ma grand-mère, puisqu'on ne trouvait pas de servante, il y a ma grand-mère qui dit, ah, il y a sa cousine qui est au village. Elle va la faire venir pour rester à la maison avec nous. Donc ma grand-mère va chercher la cousine pour venir. La cousine est venue, le courant est passé bien entre nous et tout ça. On a commencé à causer, rire ensemble, jouer ensemble et tout ça. Bon, elle était grande que moi. Parce que moi, je suis la première de ma maman. Elle était âgée que moi. Elle était âgée que moi, environ de 5 ans ou 6 ans de plus que moi. Elle est venue rester avec nous à la maison. Tout allait bien. Et puis, arrivé un moment, 2 semaines après, la fille a commencé à se comporter d'une manière. Quand ma maman va à Abidjan, elle vient à Dabou, elle nous envoie les trucs. La fille était jalouse, elle faisait la jalousie sur nous et tout ça.
Et puis, quand elle est arrivée à la maison, la première chose même qui s'est gâtée, c'était la télé. Après, ma maman a rangé. Après, le frigo s'est gâté. Après encore, on constate que chaque matin, quand on sort de la maison, en fait, on ouvre la porte du salon, on ouvre la porte là. Devant la porte du salon là, il y a un gros caca qui était là. Mais on dit, aïe. Or, nous sommes dans une cour là. On ferme la nuit et puis on s'en va dormir. Le portail de la cour là, on ferme. Et puis on se dit, mais qui vient chier là? Excusez-moi pour le thème, qui vient déféquer là? Et puis chaque matin, on voit un gros caca là. Donc, notre nounou qui était sur le point de partir là, qui partait, elle ramassait chaque matin, même chaque matin. C'est ce qu'on voyait. Donc, un jour, la cousine qui est quittée au village là, quand elle dort là, rien même ne peut la réveiller. C'est comme si elle est plus du monde même. Comme si quelqu'un qui est mort. Voilà. Donc, ma maman dit, toi, tu dors comme... il y a un gros serpent là, quand il avale quelque chose là, je ne sais pas si c'est python, mais si c'est quoi là. Tu dors, tu peux pas te réveiller, on va crier, tu peux pas te réveiller et tout ça. Et puis qu'elle dort, elle est mouillée. Malgré qu'il y a un ventilateur sur elle, est mouillée. Elle est mouillée même. Et puis quand elle se réveille, ses yeux là sont rouges. Quand elle s'énerve là, ses yeux là deviennent rouges. Donc nous, on n'a pas pris tout ça là en considération et tout ça. Il y a un pasteur qui est derrière nous, notre maison. Derrière nous, notre cour. Il a appelé notre nounou qui partait là. Il a appelé, il lui a dit, la fille qui est venue pour rester avec vous là, la fille là n'est pas simple, c'est une sorcière. Elle est venue pour détruire ta tante. Est-ce que ta tante est là? En ce moment, ma maman n'était pas là, elle était à Abidjan pour une course. Elle dit non, que ma tante n'est pas là. C'est ça, le même jour, ma nounou l'a appelé ma maman pour l'expliquer. Donc le lendemain, ma maman est venue. Ce même jour qu'il a expliqué là, ma nounou, elle est venue m'expliquer. Donc moi, j'ai pris peur. Elle dit que non, que faut pas, on va faire savoir à la fille que nous, on connaît son secret. Qu'on n'a qu'à faire comme si on ne sait rien. Mais moi, je n'arrivais pas à dormir. Je ne pouvais pas dormir dans la même maison qu'elle-même. Je ne pouvais pas même. Je ne pouvais pas dormir même. Maintenant, je suis partie, j'ai entendu un bruit dehors. Donc, notre porte là, il y avait un trou, tu pouvais regarder à l'extérieur. Donc, j'ai regardé. Quand j'ai regardé, j'ai vu comme quelqu'un qui a mis ses yeux sur le même trou là qui me regardait aussi. Donc, j'ai vu ça là, j'ai crié. J'ai crié un coup. Je suis partie regarder encore. J'ai vu comme une silhouette qui s'éloignait de la porte. Oh, le portail était fermé. Qui va rentrer à minuit? Il était 2 heures. Qui va rentrer à l'heure là pour faire ça? Donc j'ai pris peur, je n'ai pas pu dormir même. Je ne dormais pas profondément, j'étais couchée là. Le lendemain, ma maman vient. On explique, ma grand-mère aussi, elle est venue. On demande à la fille, qu'est-ce que tu es venue faire ici? Le pasteur était là, qu'est-ce que tu es venue faire ici? Qu'est-ce qui se passe? Coincé, jusqu'à... Elle a dit que non. Le même jour que le pasteur nous a dit là, le même jour elle s'est levée, elle saignait du nez. Elle saignait, son nez coulait, le sang sortait. Qu'elle avait vertige. Donc le pasteur a dit que vertige que tu avais là, c'est Barry qui est quitté en haut pour tomber sur toi, non? Elle dit que oui, qu'elle partait à arrêter la prière que le pasteur est en train de faire là, elle partait à arrêter. Donc elle essaie d'avancer là, il y a Barry qui quitte en haut, qui tombe sur elle. Qu'elle essaie d'avancer, il y a Barry qui quitte en haut, ça tombe sur elle. Donc c'est dans ça qu'elle s'est réveillée, qu'elle voulait nous initier dans la sorcellerie, mais là, elle n'a pas pu nous initier. Parce qu'elle ne pouvait pas s'approcher de nous. C'est comme une force même là, qui la repoussait même de nous. Elle ne pouvait pas s'approcher de nous. Surtout ma maman, même, elle ne pouvait pas même. Elle ne pouvait pas. Elle ne pouvait pas s'approcher de quelqu'un même. Donc, on lui a demandé, Kaka qui est devant la porte chaque jour là, c'est quoi? Elle dit que non, que c'est elle. Elle, si aujourd'hui c'est eux, demain c'est un autre groupe. Si c'est eux, demain c'est un autre groupe. Donc quand elle a dévoilé ce secret là, ma grand-mère l'a envoyé au village
ma grande m'a dit qu'elle a commencé à s'enfler. Sa gorge, elle a commencé à s'enfler, blessée. Et puis, elle s'est blessée. Que c'est les reines là qui voulaient la tuer parce qu'elle a dévoilé le secret. La reine qui voulait la tuer. Donc, on l'a envoyée dans un camp de prière. Elle a fait des mois là-bas. Ils ont prié pour elle et tout ça. Ils ont dit que si elle reprend la sorcellerie là, parce que la sorcellerie n'est pas encore quittée dans elle. Que si elle reprend encore là, elle va mourir. Et si elle essaie de reprendre, elle va mourir. Donc, depuis là, moi, je n'ai plus de ces nouvelles et tout ça. Donc, ça fait que bon. C'est bizarre, même quand j'arrive au village et tout ça là, j'essaie de ne pas trop causer avec les gens de là-bas parce que nous, on n'est pas habitué à aller au village et tout ça. Donc, on n'a plus de ces nouvelles et tout ça. Donc, ça pour dire que même ta famille, même quelqu'un même de ta famille peut te faire du mal. C'est pas à tout le monde, il faut faire confiance et tout ça. Voilà, c'était ma petite histoire que je voulais vous partager parce que je vous écoute sur Facebook et tout ça. Voilà. Merci pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la 7e histoire. Bonsoir DMG. En fait, je suis une de tes abonnées sur Facebook. J'aime bien suivre tes vidéos. Donc aujourd'hui, je viens de te raconter une histoire qui s'est passée ici au Congo-Brazzaville, précisément à Pointe-Noire. L'histoire, c'est un frère en fait qui vit avec sa femme. Et puis il y a sa femme qui est tombée enceinte et elle a eu à donner naissance aux jumeaux. Elle a eu à donner naissance aux jumeaux. Les jumeaux ont commencé à grandir vers 10 à 11 ans comme ça. Il y a un jumeau qui s'est décédé. Un jumeau qui s'est décédé, la famille a pleuré, hein, c'est fini, c'est passé et tout. Bon, l'autre jumeau, il a continué à grandir, ce sont son jumeau. Les années sont passées, sont passées. Il y a l'ami du papa là, l'ami du papa qui avait perdu ses jumeaux là, l'ami du papa là, qui fait un peu ses business, il voyage un peu partout. Il a fait un petit tour au Nigeria. Il était allé acheter des trucs au marché. Il aperçoit une personne qui ressemble par un autre jumeau qui était décédé. Mais lui ne savait pas que son ami avait perdu son enfant. Lui, il sait juste que non, son ami avait accouché des jumeaux et tout. Donc, il n'a jamais appris que non, il y a un jumeau qui était décédé. Donc, comme il voit le jeune, il a grandi. Le jeune, il a grandi. Donc, lui, il ne savait pas que son ami avait eu à perdre son fils là-bas. Et il avait laissé des enfants à l'âge au moins de 9 ans comme ça, donc voilà. Et de là, il aperçoit le jumeau qui est devenu un peu jeune, qui est en train de vendre au Nigeria. Et c'est le jumeau qui était décédé là que lui, il aperçoit là-bas au Nigeria en train de vendre. Allez, qu'il appelle un tel. Ah, tonton, tel, mais comment tu vas? Ah, ça va et toi, tonton? Ah, mais ça va, mais qu'est-ce que tu fais ici là? Où est ton jumeau? Tu n'as pas changé, hein? Tu as toujours gardé le même visage et tout. Dis-moi, tu es ici depuis quand je te vois, tu fais un petit commerce, ça va quand même. Ah, tonton, je suis là. C'est Tontine qui m'avait emmené, la petite soeur de son père. C'est Tontine qui m'avait emmené ici. Je suis là, je travaille pour elle, ça fait un moment. Ah bon, et ton jumeau et tous les gens de la famille, comment ils vont? Ah non, eux sont toujours là-bas au pays. Moi, je suis ici avec Tontine, je travaille pour elle ici. Ah, ok, d'accord, c'est bon. Bon, moi, ça, c'est l'ami de son père qui lui dit. Moi aussi, je ne vais pas trop tarder, je vais rentrer au pays. Donc, j'irai au moins passer voir aussi ton papa. Parce que ça fait un moment on s'est vu avec lui. Vraiment, il faut que je le voie. Oh, d'accord, tonton, mais quand tu vas partir là-bas, attends que je te donne quelque chose, tu vas leur donner. Tu leur dis que je suis là. Mais tu leur donnes le message là. Tu leur dis que c'est Tontine qui m'avait emmené ici là. C'est Tontine qui m'avait emmené. Il m'avait pris, il m'avait emmené ici, je travaille. Hein. Ici, là. Et il a trouvé ça bizarre. Ah, oh, d'accord, ok, c'est bon. C'est aussi séparé. Ah, le moment aussi arrivé, le gars, il a pris. Ah, il est arrivé aussi au Congo et tout. Il a dit, bon, vas-y, j'ai la lettre que l'enfant de mon ami m'avait envoyée. Je vais aller donner à son père pour l'expliquer que j'ai vu son fils. Voilà, il m'a passé une lettre que je lui donne. Il arrive à la maison. Il aperçoit le jumeau là aussi. Il était assis en train de causer avec ça. Il m'a dit, ah, vraiment. Tu n'as pas changé, tu ressembles vraiment à ton frère. En tout cas, quand je t'ai vu là, vous êtes vraiment des vrais jumeaux. Tu n'as même pas changé, vous avez grandi, vous êtes pareil, il n'y a rien. Ah bon, tonton, mon frère, oui, tu ressembles à ton frère. Ah, il était quand même étonné. On dirait lui ne sait pas que mon frère, il était mort il y a longtemps. Et que ça fait un moment aussi qu'il n'est pas à la maison.
Il dit, ah, mais moi, je suis contente de vous voir. J'étais au Nigeria, j'étais allé faire quelques business là-bas. Mais j'ai croisé votre fils quand même, vraiment. Ils vont maintenant au marché, il a grandi, c'est maintenant un jeune homme. Le papa là et sa femme et l'autre jumeau là commencent à se regarder, hein? Mais de quoi il parle? Le jumeau là, il est mort depuis l'âge de 10 ans, ou je sais pas, ou 11 ans comme ça. Ça, c'est quel jumeau qui lui est en train de parler, il se regarde seulement le mari avec sa femme. Et son ami lui dit, attends. Tu dis que tu as vu mon fils. Oui, oh, j'ai vu ton fils, le jumeau de celui-là, son jumeau. Textuellement comme lui, en tout cas, il n'y a pas de différence. Je l'ai vu au marché, il est en train de vendre. Je l'ai vu, il m'a même donné ça. Il a dit que c'est ta petite soeur qu'il avait pris, qu'il avait ramené là-bas. Ma petite soeur, oui, c'est ta petite soeur qui fait des business là. C'est elle qui avait pris ton fils qui l'a ramené là-bas. Le gars a dit, impossible. Impossible, ça peut être, c'est pas vrai ce que tu me dis, j'ai perdu mon fils. Mon fils est mort, ça fait des années qu'il est mort. De quoi tu me parles? Le garçon a dit, ton fils n'est pas mort. Moi-même, je l'ai vu comme ça dans mes propres yeux au marché. Je l'ai vu, il est en train de vendre. Il m'a dit que c'est ta petite soeur qu'il avait emmenée là-bas au Nigeria. Il travaille pour elle. Le gars a dit, non, j'avais perdu mon fils. Le jumeau, il dit, tonton, depuis que je suis là, je suis même dépassé. Mon jumeau était décédé. On ne sait même pas, même quand tu dis que Tantine l'a ramené, la petite soeur de papa l'a ramené là-bas. On est même dépassé, on ne comprend rien. Comment ça, lui, il est mort ici? On l'a enterré ici à Pointe-Noire. Comment ça, il a se retrouvé au Nigeria? Il a grandi, il est devenu un jeune garçon, il vend. C'est quand même étonnant parce que mon jumeau, il s'est décédé, ça fait un moment. Ils ont dit, bon d'accord, c'est pas grave, on va aller voir un papa là. Ils sont allés voir des gens qui voient des choses, des voyants, ils sont arrivés. Et la lettre que le garçon avait, le papa l'a dit, on va aller voir un gars que je connais bien, comme ça on va se m'occuper de l'histoire. Comme ils sont arrivés là, le papa il a accueilli, ils ont commencé à expliquer, le garçon il a expliqué, moi en tout cas ça c'est mon ami et sa femme. Voilà, moi je fais mes petits business, je suis allé au Nigeria et tout, et je vu leur fils, il m'a donné la lettre là que je leur ramène, mais à ma grande surprise, j'apprends que l'enfant est décédé, ça fait des années, mais pendant que moi je l'ai vu, ça ne tarde même pas avant que je puisse rentrer là, on était ensemble avec lui au marché. Il est en train de voir, il m'a dit que c'est la petite soeur de son père qui l'a ramené là-bas. Comment se fait-il que l'enfant là peut se décéder, ça fait des années. Le gars de voyant là, il s'est mis à rire, il a dit, tu vois ce qui se passe là, c'est vrai, ce que ton ami est en train de dire. Là, il dit chez le papa là, ce que ton ami est en train de dire, c'est vrai. En fait, ton fils, toi, tu avais vu qu'il était mort ici là. Vous l'avez enterré, il s'est décédé, c'est fini, ça fait des années, c'est passé, oui. Mais en réalité, c'est ta soeur qui avait tué ton enfant. Elle a pris ton fils, elle a mis ton fils un esclave qui est sorti déjà, qui travaille pour elle. Donc pendant que toi, tu es ici, tu te dis que non, c'est bon, mon fils est parti et tout. Ton fils, il est là-bas. Il travaille pour ta petite soeur. Ta petite soeur est dans les gris-gris. Elle avait tué ton fils. Elle avait besoin d'un jumeau. Elle a tué un jumeau et elle a resté avec l'enfant là-bas. Donc l'enfant travaille pour elle là-bas. Même si là, tu prends un avion, tu pars au Nigeria, tu vas pas voir ton fils. Parce qu'il sait que vous êtes maintenant au courant qu'il est là-bas. Le message là que tu vois là, qu'il a envoyé, que ton ami puisse venir lui donner, c'est juste pour vous signaler que la personne qui l'avait tué, c'est sa tante. Si vous pouvez signaler que non, s'il n'est plus dans ce monde-là, s'il n'est plus là avec vous là, c'est ta petite soeur qui l'avait tué. C'était juste pour vous ouvrir des yeux, vous passer ce message. Mais sinon, même si vous partez, vous n'allez plus jamais le revoir. Il est déjà décédé, il est là-bas, il travaille seulement pour votre petite soeur. C'est juste un moyen de vous faire comprendre que c'est un tel qui l'avait tué. En tout cas, l'histoire, c'était chaud, c'était vraiment chaud. Donc faisons vraiment attention, il faut qu'on puisse prier, il faut qu'on puisse vraiment prier. Voilà, c'est juste ce que j'allais raconter l'histoire. Après la fin, je ne connais pas trop comment c'était passé, si j'étais allé régler ça en famille. Mais c'était chaud, ça a vraiment bougé le quartier. Ça a vraiment bougé le quartier, je vous dis, faites attention, on ne fait plus confiance à quelqu'un. Faisons attention avec nos enfants. Regarde d'abord comment la méchanceté, l'enfant de ton propre frère, tu vas lui tuer pour que tu puisses le faire sortir dans un autre pays qui devait être ton esclave à travailler pour toi. Hein? L'enfant de ton frère. Regarde. Tout ça pourquoi? Vraiment, donc c'est tout ce que j'allais dire. Merci beaucoup. Commentez, likez, partagez. Merci pour l'histoire. On passe à la 8e histoire rapidement. Bonjour à toute la communauté DMG TV, les histoires mystiques.
Aujourd'hui, je récidive avec une nouvelle histoire qui se passe dans mon pays, la République du Congo. Bon, c'est une courte histoire seulement. Il y a un chef coutumier d'une tribu de la place, dont je vais taire le nom, qui occupe aussi un grand poste politique dans notre pays, en fait. La personne qui me raconte l'histoire, c'est son chauffeur personnel. Donc, le chef coutumier, le chauffeur l'accompagnait partout, en tant que député et tout, partout où il allait, il y avait son chauffeur qui l'accompagnait. Maintenant, une fois, il y avait son grand frère qui a quitté le village, qui est venu à Brazzaville pour vendre les produits qu'il a ramenés et tout. Mais en tout cas, le grand frère là, il n'avait pas l'air propre en fait. Il était un peu sale et tout. Vous savez, vous connaissez seulement les gars qui vivent dans les villages, ils sont un peu débraillés et tout. Il arrive en ville. Et le politicien, le chef coutumier, envoie son chauffeur aller récupérer le grand frère à la gare routière. Le chauffeur va, il récupère le grand frère et il ramène le grand frère au domicile du chef coutumier, député et tout. Donc le grand frère est arrivé, ils se sont embrassés, ils ont essayé de discuter en patois et tout. Ils ont mangé, ils ont fini de manger. C'est le petit frère qui donne, qui remet quelque chose au grand frère. Bon, grand frère, voilà, ça c'est pour ton séjour et tout. Donc on se voit dans quelques jours. Maintenant, quand le grand frère prend son sac, parce qu'il avait un sac à dos, quand le grand frère prend son sac pour rentrer dans le véhicule pour qu'on le raccompagne, là où il séjournait et tout, c'est le petit frère qui rappelle le grand frère qui lui parle en patois. Mais grand frère, où est-ce que tu vas avec l'enfant de Toui? Parce que le chauffeur, c'est mon grand en fait. C'est lui qui me raconte la scène. Le petit frère qui dit au grand frère, où est-ce que tu vas avec l'enfant de Toui? Le grand frère qui reprend son petit frère en patois toujours, que c'est pas ton problème, hein, ce ne sont pas tes affaires, histoire et tout. Les enfants de la ville ne respectent pas les gens, machin. On est rentré dans le bus, il a commencé à m'insulter, il a dit que ma bouche sent mauvais, je suis sale et tout et tout et tout. Donc il fallait que je le prenne. Il y a eu débat, ils ont fait peut-être 30 minutes sur cette histoire en train de débattre. Rends l'enfant de Trouille, on le cherche chez lui, le grand frère a dit que je le rends pas. Je dois partir avec lui parce que les enfants de la ville-ci, c'est des impolis. Je dois le correctionner. Donc il fallait que le petit frère supplie le grand frère, il fallait que le petit frère lui donne l'argent pour que finalement il libère l'enfant de Trouille en question. Donc pour l'histoire, le grand frère, pour quitter le village où il était, pour venir en ville, il avait emprunté un bus. Et dans le bus, il y avait un jeune qui l'avait manqué de respect, en se moquant de lui qu'il était sale et tout et tout. Et lui, il a pris l'esprit du jeune, il a pris l'esprit, il est parti avec. Donc le jeune, s'il rentrait, quelques temps après, il allait décéder. Et lui, il allait prendre cet esprit-là pour essayer de travailler avec. Donc la leçon de l'histoire, c'est de ne pas se moquer des gens âgés, de ne pas injurier les gens et de ne pas frustrer les gens dans les lieux publics, en fait. C'est un peu ça ma petite histoire. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on passe à la 9e histoire. DMG, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez m'écouter. C'est la first. DMG, je vais d'abord remercier votre canal parce qu'à travers ce canal-là, il aide beaucoup de personnes à ouvrir les yeux. La moralité de mon histoire, c'est qu'il ne faut jamais céder à la facilité. J'exhorte nos amis, frères et sœurs à partager et à liker parce que DMG, il prend des risques en publiant ça, sachant que les personnes dont on parle là écoutent aussi les histoires de DMG. J'étais témoin d'une situation. Il y a à peu près 10 ans, on était encore à l'université. J'avais un collègue. Le gars, il venait presque pas à l'école.
comme on appelait les sécheurs, la professionnelle. On a terminé, je pense, on s'est séparés parce que la première année c'était le tronc commun, la deuxième année c'était maintenant la spécialité. Et après on s'est séparés parce qu'on était en cycle LMD, licence master, doctorat là. Donc le gars, on était les derniers élèves à avoir fait le BTS quoi. Après le BTS, on l'a annulé chez nous. C'était maintenant la licence. Quand on est arrivé en deuxième année, on s'est séparés là. Il était dans la même spécialité que moi. Le gars continuait toujours, il venait pas à l'école. Il venait quand il veut. On a fait le BTS. À notre grande surprise, le gars a eu le BTS. Nous qui étions tous les jours à l'école, là, on n'avait pas eu le BTS. Après le BTS, on allait s'inscrire, comme il y avait une école qui nous donnait l'opportunité de nous inscrire en licence. On a quitté l'école là où on était pour aller dans une autre, on a fait notre licence là-bas. Un jour, je vois le gars dans une entreprise de la place. Devant quoi? Le gars, il sapait, à pas la peine, beau garçon. Il monte dans sa voiture. Moi que voilà, pointu. J'appelle le gars. On va peut-être appeler le gars Cédric. Cédric. Il me dit, oh, la personne dit quoi? Je dis, ah, je suis là, machin et tout ça là. Il me dit, oh, toi tu es où maintenant? Je dis, comme j'avais, après la licence là, pour la soutenance, il fallait le stage. Donc j'ai trouvé un stage dans une compagnie d'assurance. Je dis, moi je suis à tel endroit là-bas et tout. Il me dit, oh, mais moi je suis ici. Et la boîte dans laquelle il était avait une mauvaise réputation de d'homo quoi, d'homo. Il y avait les homos, il y avait les femmes aussi homo. En fait, c'était un peu sale. Et ça avait une mauvaise réputation. Et le monsieur qui était à la tête aussi, c'était un sale pervers. Je tiens son nom par discrétion. Il est encore là, il est même bien placé dans le pays même. Il a commencé à parler avec moi, on a échangé, tout ça là. Ok, bon. On rentre comme c'était vers les 15h45 parce qu'ici on termine de travailler 15h45, 16h. Si tu veux un peu traîner, papoter un peu dans le bureau pour tourner. On s'est perdu de vue DMJ. J'avais glissé à la maison. C'est dès que j'étais un peu arrosé, hein, j'ai glissé quoi, donc ça m'a fait une fracture au pied. Donc je suis allé chez mon neveu qui était médecin. On m'avait mis le plâtre sur le pied. Donc je vais aller chez mon neveu, comme ça la date d'expiration d'enlever le plâtre était arrivée. Je croise l'ami en question, je pense après 1 ou 2 ans comme ça. Le gars est sous chaise roulante. Il est gravement malade. Il ne se sent pas bien. Cédric, c'est comment? Ah, la first, Mako, la vie là où tu vois là, c'est compliqué. J'ai voulu aller vite et aller facile au lieu de faire mollo comme vous là. Voilà moi. Oh. Donc mon neveu est venu me prendre pour m'amener à aller enlever le plâtre et tout ça là. Et mon neveu me demande, tu connais le monsieur? Je dis oui. Le monsieur et moi, on était dans une grande école supérieure et tout ça de la place. Lui, il venait presque pas. Il venait rarement. Bon, quand c'était la période de composition, il venait, mais les cours là, vraiment, c'était pas son truc. Il me dit, ah, secret professionnel, hein. J'ai même du mal à dire ça même à sa soeur qui est là. Ton ami là, ce qu'il m'a dit, j'ai crié. Qu'il va mourir. Oh.
Je dis, comment ça tu dis qu'il va mourir? Je dis à mon neveu, non, comment tu peux dire qu'il va mourir? Un gars costaud comme ça, il dit, ah, tu l'as connu costaud, non? Fort, non? Là où il est assis, là, il a les couches. La maladie dont il souffle là, nous, on n'a jamais entendu parler de ça. C'est ici, à l'hôpital, là où on a vu ça. C'est un professeur agrégé d'un autre pays, ami, voisin, qui est venu faire un colloque et tout ça là sur les cancers. Donc, le gars a diagnostiqué, on l'a prélevé, les... Comment on appelle? Comment je peux dire ça? En fait, on l'a prélevé, soi-disant, un liquide ou la sémence qui sortait par l'anus. Mon neveu me dit, il a la tuberculose de l'anus. Oui, oui, il paraît que ça existe, la tuberculose de l'anus. Donc, quand le gars essaie un peu de rire ou essaie un peu de faire les gaz, c'est le pus qui sort. Ou un liquide visqueux qui sort de son anus, il porte les couches. Mon neveu me dit, il va mourir. Mais je ne sais pas comment dire ça à ses parents, vu que le gars était le seul enfant de sa mère et de son père. Donc, on était dans la salle, le professeur l'a appelé et tout. C'est ça que mon neveu m'explique. Quand on était dans la salle, le professeur l'a appelé. Il a dit, ah, ça c'est vraiment une maladie rare. Comment tu as fait pour avoir ça et tout? Il explique au professeur, ah, monsieur, vraiment, ça me fait beaucoup mal, quoi, mais je suis obligé de dire la vérité pour guérir. Le vrai médecin, quand tu connais déjà que la personne va mourir, tu vas lui dire que la personne va mourir. Il dit, il est parti avec ses amis à un endroit. L'endroit là, c'est une maison, quelque part au nord de Libreville, dans une soirée d'initiation. Ils sont partis, ils ont commencé à boire. Il y a même un de ses amis qui disait que bois bien, parce que la douleur que tu vas avoir là, nous tous on est passés par là. Mais tout dépend de l'humeur de celui qui va te baptiser. En fait, il ne comprenait pas. Lui, il s'est dit qu'il va entrer dans leur truc de secte et tout ça, là, machin. Il dit, on l'a mené dans une salle, ils ont arrêté la lumière. En arrêtant la lumière, il sent une odeur comme s'il y avait un poil qui se brûle. Donc, autour, les gars lui disaient, n'ouvre pas les yeux, même là où nous on est là. On a les yeux fermés. N'ouvre pas, tu ne dois pas voir celui qui te baptise. Il dit que c'est comme ça que la chose là l'a attrapé. Il ne sait pas si la chose est humaine ou bien c'est une bête. La chose a commencé à le sodomiser avec force, d'une brutalité terrible. Il ne faisait que crier. Les autres lui disent, support, tu vas voir les voitures, tu vas voir ça, tu vas voir cela. Ferme les yeux seulement. N'ouvre pas les yeux. Et il dit, en voulant se débattre, il veut attraper la chose du cirque. Laisse-moi. Il sent la chose est poilue. Il dit poilu, comme si c'était un gorille. Que le gars, la chose là, l'a fait ça tellement dur. Après, la manière dont la chose est partie, c'est comme la chose est revenue toujours avec la même odeur. On dirait qu'on avait craqué une tige d'allumette et les poils se sont brûlés. Après, ils ont allumé la lumière. Les gars ont commencé à jubiler, ils l'ont fait boire et tout ça là. Après là, on l'a donné le travail dans la société en question. La voiture de service, on l'a promu. 2 ans après, c'est ce qu'il a eu là, la tuberculose de l'anus. Chers frères et sœurs, la vie facile n'est pas bien. Il faut souffrir pour avoir quelque chose de durable. Un enfant seul, unique de son père et sa mère. Voilà comment il veut mourir parce qu'il voulait avoir une vie facile, une vie. Vraiment, je ne sais pas ce qu'il calculait dans sa tête. Et 4 jours après, mon neveu m'appelle pour me dire, ah, finalement, ton collègue en question là, ah,
On était en train de signer les papiers pour l'évacuer en Afrique du Sud. Mais malheureusement, il a perdu la vie et il est décédé comme ça. Donc, chers amis, c'était ma petite contribution pour l'histoire. Je reviendrai encore avec d'autres histoires. Likez, partagez, encourageons le frère qui a pris son courage à deux mains pour nous sensibiliser. Et partageons aussi les histoires et... Excusez-moi, je suis un peu grippée. Et encourageons aussi ceux qui viennent avec leur cœur partager leurs histoires, leurs aventures avec nous. Et c'est ça quoi. DMG, merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de raconter mon histoire. Bonne soirée. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 10e et dernière histoire, s'il vous plaît. Écoutez attentivement, surtout likez, commentez. Dites-nous d'où vous regardez la vidéo en commentaire. Bonsoir. Bon, je vais vous raconter une histoire. Ça me concerne, c'est moi qui l'a concerné. J'ai vu au Gabon, précisément à Libreville. Quand je venais à peine de perdre ma maman, je suis allée chez sa petite soeur. Elle m'a prise avec ma petite fille. Et quelques mois après, peut-être 2 ou 3 mois après, je sortais avec une personne. Donc, on l'a fêté quelque part. On est partis ensemble. Et avant de partir, il est venu voir les parents. Il est venu faire un coucou. Donc, il a amené un peu des petites marchandises, il a apporté des sous. Après, on est parti. Donc, on a prié, la famille informée à mon père. Mon père était furieux. Que pourquoi vous avez vendu ma fille à tel montant? Pourquoi vous l'avez fait? Hein? Ça, c'est quoi? Vous avez vendu l'enfant pourquoi? Après, la petite soeur de ma mère m'avait posé la question, quoi? Tu n'es pas content que l'enfant parte en mariage, pourquoi? Tu l'as réservé un mari. Après, il avait dit, comment tu peux dire ça? Quel mari? Je n'ai pas réservé un mari. Je n'ai pas réservé un mari. Moi, on était en province, on me racontait tout. J'étais seulement là. Mais je parlais toujours avec mon papa. Je me suis dit, bon, c'est lui qui reste. Maman est partie, c'est lui qui reste. J'ai appelé mon papa à chaque fois. J'envoyais même mon père l'argent. Quand j'envoie l'argent, je passais par mon grand frère. Mon père disait non, il n'avait pas besoin. Donc mon grand frère bouffait l'argent. Après, mon grand frère me disait, c'est le bon, voilà, j'ai touché l'argent. J'ai pris l'argent parce que ton papa refuse. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème. À chaque fois, il appelait, oui, ton petit copain là. C'est comme ça qu'il appelait ton petit copain là. Hein? Il fait quoi dans la vie, tout ça là. C'est comme ça qu'il parlait. Il était furieux. Malgré ça, j'étais toujours là tranquille. J'étais encore très naïf. Très naïf. J'étais là tranquille. Je faisais comme si rien n'était. Après un jour, je dormais avec le gars en question. Donc, dans la nuit, j'ai seulement fait... Donc, je me suis essoufflée. Ça, sur son visage, on était face à face. Donc, je me suis essoufflée. Il s'est réveillé. Il a dit, oh, ça, c'est quoi? J'ai dit, ah, je ne sais pas, j'étais fatiguée dans le sommeil. Je me suis endormie, aussi sont endormis. Après ça, ça n'allait plus. On dort comme ça. Les cafards. Problème sur problème, problème sur problème, dispute sur dispute, problème sur problème, ça n'allait pas. Je pleurais même. J'ai dit, ah, à peine j'ai perdu maman, c'est quoi qui m'arrive? Je pleurais. Problème sur problème. Les cafards même laissaient le gars en question et l'enfant. Les cafards venaient même me piquer. Je me réveillais toujours la nuit. J'ai tué les cafards. À un moment, j'avais peur. Problème sur problème. Quand le gars est venu me redéposer, chez les parents, ça n'allait pas. Maintenant, avant le gars en question, j'avais connu dans le passé un monsieur, un homme marié. Donc l'homme en question m'a demandé de venir en province. Je suis partie en province. Bon, quand je venais à peine de perdre maman avec cette situation-là, donc je voulais en fait me libérer. Je voulais aller loin, en fait. Je voulais me changer d'air. Donc le gars m'a appelé en province. Je suis partie en province. En partant en province, ça allait très bien. Je faisais aussi mon petit commerce des chaînettes. Ça allait très bien avec le gars. Il mettait 100 000 par semaine. Je connaissais le gars depuis même avant de faire maman aussi. Il connaissait le gars.
Ça allait très bien, il me dépannait, il me donnait l'argent, je donnais à mon papa, je préparais pour mon papa, je partais pour mon papa, chez mon papa, en fait, c'était tranquille. Jusqu'à quand un jour, il m'avait invité manger, il m'a dit, je suis sa parente, donc je suis partie manger avec ma petite fille. Je sais même pas, hein, jusqu'aujourd'hui, je me pose des questions, qu'est-ce qu'il m'a fait manger? Qu'est-ce qu'il m'a fait manger, Seigneur? J'ai mangé quoi? Je regrette parce que j'étais avec l'enfant. Si c'était que moi-même, je m'en foutais, mais avec l'enfant, j'avais vraiment mal. On a mangé, après on est parti. Après, tout à coup, manger. Après, là, j'avais maintenant des problèmes avec le gars qui m'a fait venir. J'avais des problèmes, il ne méritait plus d'argent. J'avais des problèmes avec lui, il ne voulait plus me ressentir, rien. Jusqu'à quand je dis, ah non, il vaut mieux que moi-même, je me débrouille, mais l'enfant part. J'ai envoyé l'enfant ce jour-là, mon papa voyageait, il partait sur Libreville. J'ai envoyé l'enfant avec mon papa. J'ai dû partir avec l'enfant, déposer l'enfant. J'ai des conditions à mon grand frère, allez-y récupérer l'enfant. Et puis partir déposer l'enfant à Ngondje, tout. Mon grand frère, ils sont partis, ils ont récupéré l'enfant. Après, mon père est revenu sur Franceville. Après, tout à coup, comme ça, j'ai dit, ah, qu'est-ce qui ne va pas avec le gars là? J'étais bien, qu'est-ce qui m'arrive, Seigneur? Qu'est-ce qui m'arrive? Je suis partie à l'église Pentecôte à Franceville, à Pentecôte. Je suis partie, on m'a reçu avec des jeunes, hein. Ils m'ont reçu. C'était tranquille. Je commençais les prières, l'intercession tous les jours. Je ne manquais pas tous les jours. Je marchais même. Je partais, j'ai dit non, je vais savoir. Comme les gens là de l'église m'avaient d'abord reçu, j'ai dit, ah, toi, ta vie, tout se passe dans de l'eau. Toi, ta vie, c'est pas ici, c'est dans de l'eau avec tes enfants. Dans de l'eau. Ils m'ont dit beaucoup de choses, beaucoup. L'autre pas. J'ai dit, ça, c'est quoi? Après, ils ont dit, bon, on va rentrer en jeûne. Ok. Au premier jour de jeûne, après l'église, on est rentré le matin. Donc, comme j'ai dormi dans la chambre, après, chez Loga, j'étais logée chez Loga. Maintenant, avec les problèmes, je suis revenue chez la petite soeur de maman. Quand je suis revenue chez la petite soeur de maman, je dormais avec la petite soeur de maman et puis le fils de ma petite soeur. Donc, nous trois, j'avais mon lit et la grand-mère dormait avec son petit-fils. Le petit matin, tous sont partis. J'étais avec ma petite soeur, donc on écoutait les adorations. Là, on priait, on chantait, on criait, on était en fait dans la joie quand le premier jour du jeûne. Je me suis lavée le matin, je foutais la crème. J'ai laissé la crème sur la table dans la chambre. Le fils de ma petite soeur est rentré dans la chambre. J'ai vu comment il est rentré. Il est rentré avec le sac, il est parti échanger, il est sorti, il n'avait rien dans les mains. Maintenant, quand je rentre, je regarde ma crème a disparu. J'ai dit, merde, ça c'est quoi? Seigneur, ça c'est quoi? Ma crème a disparu. J'ai attendu, bon, je vais revoir. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a plus jamais revu la crème. La crème a disparu. Premier jour du jeûne. J'ai laissé. Deuxième jour, le matin, voilà, la crème a disparu. Maintenant, dans la nuit, je continue toujours mon jeûne. Dans la nuit, dans le deuxième jour du jeûne, la crème, la crème a disparu. Maintenant, le deuxième jour du jeûne, j'ai laissé mon chargeur au salon. Vous savez, pour habitude de rester, de dormir avec le chargeur des autres. C'est mon chargeur qu'on a vu, j'ai retrouvé le matin découpé. Ah, le vampire existe. J'ai trouvé le chargeur découpé. Le chargeur des autres était bien. J'ai trouvé mon chargeur découpé. J'ai dit, ça c'est quoi? J'ai dit, ça ne fait que commencer, j'ai laissé. Après, j'ai eu, on appelle ça comment? Des coulements. Puisque quand on partait souvent, pendant le jeûne, ils ont dit non, souvent le jeûne, vous allez voir, vous allez recevoir même les délivrances, soit par l'écoulement, tout ça. Après, le troisième jour, j'ai eu l'écoulement. Donc, on est parti à l'église. C'est ça que non, vous allez ressentir la délivrance par l'écoulement, tout ça. Donc, ma petite maman se regardait parce que j'avais l'écoulement ce jour-là. En journée, j'avais l'écoulement. Ma petite maman se regardait. J'ai dit, ah, j'ai reçu ma délivrance. Merci Seigneur. Après les 3 jours du jeûne, dans la nuit, 24 heures, dans la nuit, on a commencé à passer aux délivrances. On est passé à Montauron, je suis passée. On a prié, je suis rentrée avec les petits. Le lendemain, même jusqu'au dimanche, on a assisté au culte encore, dans la joie tranquille. Après, ils sont rentrés. Le gars a essayé de revenir. Il revenait, c'était maintenant tranquille, on parlait, c'était tranquille. Un jour, je dors, je me dis, bon, je m'en vais, je t'ai échappé, c'est le moment, toujours.
Malgré que le gars et moi, on parlait toujours, mais c'était doucement, doucement. Je suis partie dans la chambre, je me suis endormie, il était quelle heure? Je dis, ah, moi, quand je dors toujours, mes téléphones sur silencieux ou sur vibreur. Je mets le téléphone sur silencieux. Après, quelqu'un m'a dit, non, mets le téléphone sur vibreur, on peut t'appeler. J'ai ce téléphone sur vibreur, je vois à 1h, mon père qui m'appelle en pleurant. Oh oui, excuse-moi pour la vie que tu mènes. Tu laisses tes enfants, c'est à cause de moi, excuse-moi pour la vie que tu mènes. De quoi? Tu as touché mes enfants? Non, je parle de toi. Où tu me vois là, j'ai l'insomnie, je n'arrive pas à dormir. Je n'arrive pas à dormir. Il pleurait, mon papa pleurait. J'ai senti que c'était la délivrance, il a reçu le feu de Dieu. Vraiment, là, j'ai réalisé que Dieu est vraiment, il est bon. Dieu est bon. Dieu, quand il se décide de chicoter, il chicote sérieusement et sauvagement. Il parle en pleurant, excuse-moi pour la vie que tu mènes, tout ça là, c'est moi, je n'arrive pas à dormir. Il pleurait, excuse-moi pour la vie que tu mènes, je laisse tes enfants, excuse-moi. Je lui dis, en tout cas, c'est bien, Dieu m'a délivré, Dieu m'a délivré. Après, j'ai coupé, je n'avais pas enregistré l'erreur que j'avais faite parce que je n'avais pas enregistré. J'ai appelé ma maman le même moment, ce qui est à Libreville, j'ai appelé, j'ai expliqué. So, j'ai dit que je fais, j'ai dit, ah, donc c'est lui. C'est lui. Je connais maintenant qui est à l'origine de tout. Mari de nuit, tout. C'est lui. Après ça, avec le gars, ça allait. Il a repris à me donner l'argent parce qu'il a fait une promesse à Dieu. Quand le gars va me mettre les sous, je vais faire le don à l'orphelinat. Il m'a mis l'argent, je suis allée faire le don à l'orphelinat. Je suis revenue, ça allait. Mais l'erreur que j'avais encore faite, j'étais encore repartie au bar. Quand je suis repartie au bar encore, c'est quand vous recevez votre délivrance à des choses que vous ne devez plus avoir accès. En fait, à des endroits que vous ne devez plus fréquenter parce que tu deviens déjà pur. Donc, je suis encore repartie dans le bar. Ça va encore disjoncter avec le gars, tout. Donc, j'ai décidé au gars que c'est bon, je rentre. Je suis rentrée. Mais sachant que c'était mon papa qui était à l'origine de tout mon malheur, c'était lui. Après ça, quelques temps après, il revient encore sur Libreville. Il vient sur Libreville. Un jour, je partais au pont d'Akébé. On a un bar, il y a un grand bar au pont d'Akébé, on appelle chez Grasse. Je vais taire le nom. Bon, c'est pas grave, beaucoup de gens qui partent là-bas. Donc, je suis partie, j'ai aperçu mon papa de l'autre côté de la route. Je dis, oh, j'étais avec ma belle-sœur, je dis, ah, ça c'est mon père qui est là-bas. Je me suis cachée, il y avait une voiture. Donc, je tournais le dos à la route pour qu'il ne me voie pas, pour qu'il ne puisse pas me voir. Donc, je suis en train de boire. Ma belle-sœur me dit, le boss arrive. J'ai eu peur, j'ai tremblé, j'ai dit, oh Seigneur. Il est arrivé, il me dit, ah Daïna, depuis que tu es arrivé, je te donne des enfants. Tu vas mener les enfants, tu ne veux pas mener les enfants. Tu ne viens pas me voir, pourquoi? Hein? Tu ne veux pas me voir, pourquoi? Je dis, non, je vais mentir. Bon, je vais venir demain, papa, je vais venir demain te voir. Je ne suis jamais partie. Déjà, j'ai bu mon vin, j'ai bu mon vin, j'ai bu. Quand je suis rentrée à la maison, dans la nuit, je vis un homme qui est venu me faire des rapports. Parce que quand j'étais à Beaupont d'Akébon de bois, il était fâché, il était sérieusement fâché. Donc du coup, quand il est venu vers moi, j'ai tremblé, j'ai eu peur. À un moment, je fouillais même mon père. Je dis, oh mon père, là, pardon, je me cache. Je fouillais mon père, j'avais peur. Et après, ce jour-là à Kébé, je suis partie à la maison, je dormais. J'ai ressenti, bon, pas ressentir, un homme est venu me faire des rapports, fâché, en colère. Et moi, je sais que c'est lui. Il est venu me faire des rapports en colère, dans la colère en fait. Quand je me suis réveillée le matin, j'avais mal sur les côtés. J'essaie un peu de mettre mon doigt dans le sexe, je vois que je suis mouillée. J'étais désespérée. J'ai dit, Seigneur, ça c'est quoi? J'étais désespérée. À un moment, j'ai dit, je ne prie plus, c'est bon. Je suis partie à la douche, je ne faisais que pleurer. J'ai dit, Seigneur, ça c'est quoi? Il est venu encore me toucher. Il est venu encore me toucher, pourquoi? J'étais là en larmes. Jusqu'à aujourd'hui, avec lui, j'essaie un peu de raconter ça. Certaines personnes, mon maman, tout ça là, elles me croient, mais mes frères ne me croient pas. Parce qu'ils disent que c'est le père, je raconte de n'importe quoi dans les églises, machin. Donc j'ai laissé.
Mais jusqu'alors, mon papa et moi, c'est plus ça. C'est plus ça. Donc, aujourd'hui, je suis une femme en forme, hein, une très belle femme. Si je ne m'invente pas, j'aime pas le dire, en fait, j'aime pas dire ça. Je suis une belle femme, mais je n'ai pas d'homme. Je n'ai pas d'homme, même le travail. En fait, j'ai eu beaucoup d'opportunités dans ma vie qui n'ont pas abouti à cause je peux dire, c'est mon père qui est à l'origine de tout ça. Aujourd'hui, je suis avec un jeune gars, bon, pas jeune, hein, il est plus grand que moi. Je suis dans la trentaine, j'ai 31 ans, et lui, il est dans la trentaine, il a 35 ans. Je suis avec lui, je prie Dieu que ça puisse aller loin, quoi. De ne plus donner l'occasion à mon père de venir déranger ma relation. Voilà pourquoi à chaque fois je prie, je demande à Dieu de préserver cette relation. Donc c'est ça aujourd'hui avec mon papa, c'est plus ça. Je peux parler un peu avec lui. Une fois j'avais fait un songe. On m'avait dit non, il faut demander pardon à ton père parce que donc bientôt il va mourir. À 2 reprises, hein, je fais ce songe-là, on m'a averti qu'il va bientôt mourir. Et ma belle-sœur aussi en question avait fait un songe en me disant que il était mort, je pleurais beaucoup. Et moi aussi, je faisais songe où je pleurais beaucoup. Quand un jour, je me suis même réveillée avec des larmes. Mais j'ai dit à Dieu que ta volonté soit faite parce que jusqu'alors, je ne travaille pas. Il est déjà retraité, mais il continue toujours à travailler. Je me dis que il profite de ma chance de travail. C'est lui qui bloque ça. Mon mariage, tout, c'est lui. Donc, j'avais dit, quand j'avais fait le songe, j'ai dit à Dieu que ta volonté soit faite. Et après, un autre jour, j'ai fait un songe où on m'a encore parlé de sa mort. Je pleurais. Et après, j'ai regretté dans le songe pourquoi je ne me suis pas excusée. Et un autre jour, je l'avais appelé, je m'étais excusée auprès de lui. J'avais pris de ses nouvelles, tout. Et on ne s'appelle plus. On ne s'appelle plus. Et lui, il est devenu distant parce que lui, à chaque fois, il me donnait de l'argent. Et aujourd'hui, j'ai même des problèmes avec beaucoup de gens bêtement. À tout ça, c'est lui. J'étais bien, je suis une fille gentille, bien. J'embrassais tout le monde. Je n'avais pas un cœur bizarre, mais aujourd'hui, je me dis que les gens me détestent, j'ai des problèmes avec tout le monde. Tout ça, c'est à cause de lui. Donc, c'est ça. Lui et moi, c'est plus ça. Et avant, il me donnait de l'argent, mon papa. Il prenait soin de moi, il me donnait de l'argent. Il payait l'école de mon fils. Il faisait pour mon enfant, mon garçon. Aujourd'hui, mon garçon a 11 ans, il est à grand. Il faisait pour mon enfant, il faisait beaucoup de choses. Donc, c'est ça, ce qui s'est passé. Lui et moi, il n'y a plus de contact. Mais je laisse tout entre les mains de Dieu. Peut-être après, je ne souhaite pas sa mort, mais peut-être après son décès, je vais retrouver mon mariage, je vais retrouver mon emploi, beaucoup de choses qu'il a bloquées. Donc, c'est un peu ça. Merci, bonne soirée. Merci pour ces histoires, merci pour l'histoire. Et on se reprend demain à 12h00 pour une nouvelle vidéo. Merci à tous ceux qui ont partagé, à ceux qui ont liké, les actifs dans les live chats là. Merci à vous tous. Voilà, donc on se prend demain à 12h00 pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.